depuis que je suis jeune, genre, depuis que j'ai eu un iPad, jouer à des jeux, regarder des vidéos, c'est des niaiseries, là. Je regardais tout le temps des vidéos sur comment faire de l'argent, puis à force de regarder ces vidéos-là, ben, je pense que ça l'a déteint un peu, ça m'a influencé, puis justement, tu sais, le dropshipping, le trading, même la vente de souliers, je pense que ça vient vraiment de là. Mon partenaire, je l'ai rencontré dans un événement Mercedes. C'est comme une des seules personnes là-bas qui est quand même jeune. Puis là, on se parle entre nous, puis tout ça. Puis elle me dit qu'il fait de la vente de souliers, puis il vend aussi des montres. Là, ça m'intéresse, puis on prend contact. On fait quelques business ensemble, quelques souliers, quelques chandails, tout ça. Et puis au fil du temps, c'est là qu'on s'est dit, hey, est-ce qu'on essaie de faire plus que juste des souliers? C'est là qu'on a eu la grosse discussion puis on a décidé de commencer à regarder. Comment est-ce que c'est possible à cet âge-là? Des fois, quand je te vois, je me remets en question, je me dis, qu'est-ce que j'ai foutu toute ma vie, quoi, tu vois? Je vois ce que toi tu fais à ton âge, je vois le même âge que moi, je foutais, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Débrouillard, le podcast où on continue de décortiquer l'entrepreneuriat sous toutes ses coutures. Ici, on parle de business, de stratégie, d'état d'esprit. Surtout, on vous donne des clés actionnables pour scaler vos projets. À 16 ans, il revendait des sneakers. À 20, 21 ans, il a déjà enchaîné son premier triplex à Longueuil, puis des acquisitions hors marché à Brossard, passé des examens RBQ et suit un certificat en droit de l'UDM pour muscler ses conventions d'actionnaires. Il a connu l'euphorie des taux à 2%, puis la claque à 6-7%, et il t'explique ce qu'il referait différemment. Prospection, porte-à-porte, script qui convertit, montage de financement, gestion des locataires, erreurs coûteuses et sa vision de la construction neuve des terrains. Bienvenue dans un playbook réaliste et cash pour des investisseurs. Je suis super content d'accueillir Benjamin Poirier. Salut Benjamin, tu vas bien? Salut, oui toi? Super, je suis très content de t'avoir là. Je suis ultra inspiré par ton parcours, ta capacité justement on en parlait à off, à décider au-delà des compétences que tu as, à avoir cette finesse-là dans ta façon de t'associer, de piloter, de structurer ta première phase de constitution de capital primitif et éventuellement de sécurisation de ce capital-là. Donc, j'ai plein de sujets pour toi autour de tes débuts, justement, avec les sneakers, comme j'ai introduit tantôt, de comment est-ce que, justement, tu rentres dans cet écosystème de l'immobilier, de ta stratégie de constitution de capital et surtout, sur le moyen long terme, qu'est-ce que tu essayes de faire avec tout ça? Est-ce qu'il y a un intérêt pour une phase beaucoup plus complexe comme de l'achat de terrain, du développement immobilier, etc., etc. Donc, je ne sais pas si ça te va comme programme. Oui. All right. Mon cher Benjamin, avant qu'on commence, je te propose de te présenter succinctement. Parfait. Ben, moi, mon nom, c'est Benjamin Poirier. Je vis à Montréal, plus précisément sur la rive sud de Montréal. Puis, pour faire clarification là, à certains points que tu as mentionnés au début, oui, j'ai commencé quand j'avais autour de 16 ans à vendre. Avant même ça, j'avais commencé à vendre des souliers et tout ça. Mais à l'âge en fait, à ma fête de 17 ans, donc j'avais encore 16, début 17, là. À ma fête de 17 ans, j'avais ma première promesse d'achat de signer. Et puis, par la suite, jusqu'à temps que j'aie 19 ans, je dirais, donc entre 17 et 19, j'avais fait l'acquisition de 4 triplex dans le coin de 1 à Longueuil, 3 à Brossard. Et puis par la suite. Oui, c'était avant, j'avais pas la bonne info. En fait, ouais, ça, c'était avant. J'avais même pas le t'étais droit. mineur. Comment Puis, en fait, comment on a fonctionné, c'est que c'était mon ami qui était plus vieux qui avait signé pour moi. Et puis, qui était aussi là, mon père et ses parents qui étaient aussi caution sur le prêt parce que nous, on n'avait pas de revenus, là, tu sais. Donc, de cette manière. Lui, il était déjà majeur ou? Ouais, lui, il a 2 ans de plus vieux que moi. Donc, lorsque moi, j'avais 17, lui, il avait 19. Puis, lorsque j'avais 18, il avait 20. Donc, de cette manière-là, on a pu faire ça. Puis moi, j'étais en contre-lettre seulement pour ces premiers immeubles-là. Jusqu'au dernier que là, j'avais l'âge là, de le faire. Donc, les 3 premiers,
j'étais encore mineur. Mais, dans ce mais comment est-ce que tu as fait? Parce que, ok, c'est vrai, tu étais encore mineur, mais moi, je vais pas voir mes parents et puis je dis, hey, regarde, il y a un truc. Et puis, comment est-ce que toi, tes parents te font suffisamment ou te faisaient suffisamment confiance à ce moment-là dans ta capacité à évaluer. Déjà, comment est-ce que la plupart des parents ils vont te dire, ben, va étudier, termine tes études avant de commencer l'invest. Je dis, comment est-ce que tu as fait pour convaincre, ou si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et qu'il est jeune et qu'il est mineur, quels sont les arguments qu'il peut utiliser peut-être pour convaincre ses parents ou un membre proche de se porter caution pour justement pour une première opération? Ben, en fait, de long en large, là, je vais expliquer toute l'histoire. C'est que Mhm, moi et mon ami, on avait environ 150 000 qu'on avait euh, sauvé, qu'on avait en économie avec la vente de souliers. Et puis, mhm, avec cet argent-là, ce qu'il faut savoir aussi pour les gens qui nous écoutent, qui ne me connaissent probablement pas, c'est que moi, mon père, c'est quand même un gros joueur dans l'immobilier au Québec, donc à Montréal. Et puis, on s'est un peu inspiré de qu'est-ce que lui, il avait fait, qu'est-ce qu'il faisait, qu'il fait encore. Et puis, on a commencé à regarder sur Centris, Centris qui est une application là, pour voir c'est quoi qui s'achète et qui se vend sur le marché là, à Montréal. Donc, on regardait ça, puis là, on regardait les mises de fonds qui étaient nécessaires et tout. Puis, on a réalisé que c'était possible d'acheter un premier triplex avec les fonds qu'on avait. Maintenant, il fallait juste se faire cautionner sur le prêt parce qu'on n'avait pas assez de revenus déclarés. Donc, on n'avait pas de job. On était les deux encore à l'école. Lui, je pense qu'il était mon ami quand je dis lui. Il était à l'université, puis moi, j'étais encore au secondaire. Là. C'est comme ça que ça marche à Montréal, au Québec. Donc, c'est ça, il fallait avoir des cautions. Son père s'est mis en caution, mon père s'est mis en caution. On a pris une hypothèque bien normale, là, rien de compliqué. Puis on a mis tout notre argent, puis on a acheté ce premier triplex-là. Euh, Par la suite, quelques mois plus tard, Mais c'est ça que j'ai envie de comprendre. Comment est-ce que tu le convaincs? Pourquoi est-ce qu'il accepte de se porter caution? Surtout que tu dis il est lui-même investisseur, donc en général, il n'a pas envie de perdre son argent, ouais, ou alors de se retrouver en train de payer un truc qui perd de l'argent. Quels sont les arguments que toi tu utilises ou ben en fait, que ce soit de la famille ou que ce soit des amis, des investisseurs, des gens, peu importe, là, tu sais, je parle je lève beaucoup de fonds, là, surtout ces temps-ci, j'ai levé beaucoup de fonds pour différents projets. Puis à chaque fois, il faut que le deal soit bon. Donc, le deal qu'on avait, c'était pas en date d'aujourd'hui, maintenant que je le regarde avec plus d'expérience et tout ça, c'était pas un deal, là, à mon avis, mais Mhm. c'était c'était pas mauvais non plus, vraiment pas. Puis la preuve, c'est que cet immeuble-là, je l'ai revendu, ça fait peut-être un an, environ un an et demi, puis on a fait comme 150 000 dessus, là. Donc, ouais, donc, tu sais, tout l'argent qu'on a investi, là, disons, 4-5 ans, ben maintenant, en date d'aujourd'hui, ben, là, un an, lorsqu'on a vendu, on a fait fois deux, là, tu sais, 100% là, tu sais, de retour. Donc, c'est assez intéressant. Donc, oui, ça, le deal était bon. Par contre, il fallait lui prouver, il fallait lui montrer. Puis au début, j'avais pas l'œil que j'ai aujourd'hui avec mon expérience. Donc, c'était très difficile au début de savoir c'était quoi un bon deal. Puis, je me rappelle, là, avant celui-là qu'on a décidé d'acheter, on en avait visité comme 4-5, là. Puis, chaque fois, c'était pas bon, tu sais. C'était vraiment pas bon. Puis moi, je pensais qu'il était bon. Puis là, je lui apportais. Puis, il me disait, non, ça, c'est pas, éloigne-toi loin d'être là pour telle raison, telle raison. Ah, ça, les chiffres fonctionnent pas pour telle raison, telle raison. Ah, connais-tu les règles du TAL, donc les règlements pour les locataires, là, tu sais? Puis Mhm. là, ça non plus, je connaissais pas ça. Donc, au début, c'est vraiment un gros learning curve, mais après plusieurs essais, on a finalement trouvé quelque chose qui faisait de l'allure, et puis qui était un bon coup finalement, là, tu sais. Mhm. Le premier, ça a été comme ça. Par la suite, pour les trois autres, dans le même un peu time frame, le trois triplex dans le même time frame avec les mêmes personnes. C'était dans le coin là, de Brossard. Puis là, on voulait aller chercher quelque chose de hors marché. Puis c'était pendant la COVID. Donc, pendant la COVID, toutes les choses étaient
il y a eu Surchauffe. il y a eu une grosse surchauffe immobilière là, au Québec, à Montréal et probablement à d'autres places dans le monde. Lorsque c'était le temps de la COVID, puis ça, c'est à cause des taux d'intérêt qui ont descendu en fou. Puis euh, les gens pouvaient se payer ces choses-là, même avec des plus faibles revenus comparativement à aujourd'hui, qui est peut-être un peu plus compliqué à avoir une hypothèque. Donc, nous, quand c'était la surchauffe immobilière, là, on voulait trouver d'autres deals, mais puis on voulait trouver d'autres deals, puis on s'est dit, si on trouve le deal, on va trouver l'argent. Fait que, puis on a essayé de trouver d'autres deals, puis le problème, c'est que il y avait juste rien sur le marché, puis tout se vendait beaucoup, beaucoup trop cher à des prix vraiment dérisoires, puis ça faisait aucun sens, là, vraiment d'acheter, là, vraiment. Donc, là, c'est là qu'on a eu l'idée de, bon, ben, on va utiliser notre réseau, puis on va aller cogner aux portes, puis on va get out there pour essayer d'avoir les deals, puis de, de créer notre chance, tu sais. Donc, C'est toi-même ou à l'époque, tu t'envoyais des gens, des étudiants? non, c'était moi, puis j'ai aussi des bonnes histoires par rapport à ça, parce que, tu sais, je me rappelle, moi, quand j'y allais, j'avais une casquette, pas celle-là, mais une casquette palette droite par en arrière, là, tu sais, les New York Yankees, là, palette droite en arrière, puis mon ami, avec qui j'ai acheté ces immeubles-là, il est un peu arabe, donc, ben, en fait, il est arabe, donc là, ça faisait, tu sais, quand j'allais cogner aux portes, les gens ils me disaient, il y avait un des préjugés, puis deux, ils disaient, ah ben, tu vas venir faire le party ici, nanana, je vais pas te donner le numéro du propriétaire, blablabla. Donc, fallait juste changer comment que je peux dire ça? La perception que les gens pouvaient avoir de vous au premier contact. Ben, pas vraiment, juste changer la perception, mais aussi changer les mots, là, le discours. Donc, comment que j'ai fait, en fait? C'est juste qu'au début, je disais, ah, il va savoir le numéro du propriétaire pour pouvoir louer dans le logement. Puis là, c'est vraiment là que les gens, ils étaient fruits, là. Très, très fruits. Mais lorsque je disais, par exemple, il y avait un bloc que le gazon était pas bien fait, ou bien que c'était pas bien déneigé, ou bien que je voyais qu'il y avait un moustiquaire qui était en train de tomber, ou c'est quelque chose un peu là, qui peut être arrangé assez facilement. Là, j'allais voir le locataire, puis là, je me mettais plus beau là, avec un polo puis une casquette comme ça, par exemple. Là, j'allais les voir, puis là, je leur disais, je travaille pour une grande firme immobilière. Moi, je suis sur le volet de prospection de cette grande firme-là. Nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on est là pour la qualité de vie des gens. Mais par exemple, le moustiquaire que là, le gazon, tout ça, c'est des choses qui peuvent être arrangées, puis que, tu sais, la firme pour qui je travaille va le faire, tu sais, donc ça peut améliorer votre qualité de vie, puis tout ça. Si c'est possible d'avoir le numéro du propriétaire, on ne sait jamais comment ça peut, tu sais, aller, tu sais. Donc, lorsque j'ai changé de discours avec quelque chose plus de cette manière-là, pas dans les mots exacts, là, mais plus dans cette manière-là, c'est là que les gens commençaient à me donner des numéros de téléphone, tu sais. Donc, par la suite, avec ce numéro de téléphone-là, mais là, la suite, c'était d'appeler puis de. C'est vraiment l'acquisition de leads, mais offline, quoi, à l'ancienne, quoi. Oh. Oui, vraiment. Puis maintenant, il y a aussi d'autres moyens qui fonctionnent plus que ça. Là, je pense que ce moyen-là, c'est un des plus énergivores puis time consuming comparativement au retour que tu peux avoir, mais chaque moyen est bon, tu sais. Puis je suis content d'avoir commencé de cette manière-là. Et puis par la suite, ben, c'est ça. Avec ces trois triplex-là qui sont à Brossard. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que dans le résidentiel, dans le coin de Montréal, les choses se vendent, se financent selon les comparables vendus. C'est, mettons, les valeurs là, auxquelles ils peuvent financer les banques, c'est selon les comparables vendus. Puis dans ce temps-là, les comparables vendus étaient vraiment boostés, que c'était une surchauffe immobilière, là. Donc, par En d'autres exemple, termes, si j'arrive dans une zone et que la propriété que j'ai identifiée, je vois qu'autour d'elle, deux ou trois autres propriétés se vendent approximativement à X prix, ben, il est probable que la propriété que j'ai identifiée coûterait éventuellement ce prix-là, quoi. oui, mais non, parce que oui, ça c'est vrai, là, c'est un fait. Mais comment que je voulais l'apporter, c'est plus avec la banque. Donc, la banque, elle finance comme selon le prix payé ou bien selon la valeur marchande de l'immeuble, right? En Mhm. résidence, quand tu es en bas de 5 OK? Puis là, selon la valeur marchande de qu'est-ce qui est autour, on gagnait ce point-là haut la main, là, parce que toutes les choses se vendaient. Les triplex à Brossard se vendaient autour de 1 million durant le temps de la COVID. Ouais. Mais en réalité, ces plexes-là valaient plus ou moins 850 000, OK? Mais nous, on payait 604 000. Donc, on payait autour de 630
à 680 000 pour ces triplex-là. Ah oui, quand même. Donc, par la suite, lorsqu'il fallait financer ces immeubles-là, ben, nous, on finançait selon la valeur marchande de l'immeuble. Donc, les immeubles autour. Donc, on Mhm. fait jusqu'au maximum de 1 million. Et puis là, c'est là que, comment on a fait là, pour financer à 100% ces immeubles-là, c'est qu'on a eu un peu d'aide pour acheter les immeubles cash, puis ne pas être capé à notre prix d'achat. Tu comprends? Donc, on les achetait cash. 3 semaines plus tard, on finançait au plein montant qu'on avait acheté. Parce que maintenant, il était On peut capé. rentrer dans le détail. Acheter cash, forcément, il faut que tu aies l'intégralité de la somme sur la table ou alors il faut que tu lèves de l'argent auprès de plusieurs personnes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Faut lever les fonds, faut lever les fonds, c'est sûr. Puis tu sais, mettons, en date d'aujourd'hui, euh, avec les connaissances puis les gens que je connais puis mon réseau, je pourrais le faire là, sans aide, là, zéro. Le Mais dans ce processus, ouais. temps-là, ça a été le père de mon ami qui était assez nanti et puis mon père qui a aidé à faire ça. Si jamais j'aurais, tu sais, si jamais, mettons, ces gens-là ne m'avaient pas été là, selon moi, j'aurais pu faire cette deal-là, mais en apportant d'autres personnes, qui en diluant mes parts, c'est sûr et certain, parce que les deals étaient bons. Euh, puis il y avait un plan d'action, là, tu sais. Donc, Yes. euh, donc c'est ça. Ce que Euh, j'ai envie de bien comprendre, c'est quand tu dis que tu achètes l'immeuble cash et ensuite tu pars obtenir le financement, ouais. le financement, c'est pour rembourser en fait tes créanciers, les personnes qui t'ont fait du prêt privé, c'est ça? Ouais, mais par exemple, tu sais, quand on dit cash, on peut aussi parler de prêt privé, mettons. Ok. Mettons, un prêt privé t'achètes un triplex, le triplex coûte 650 000. Tu le sais que la banque va financer 700 000, mettons 750 000, parce qu'il finance, la valeur marchande des autres autour est de 1 million. Donc, Mhm. il finance, mettons, 75% d'un million. OK. Ok. Fait que là, ils vont te redonner 750. Toi, tu l'as acheté 650. Puis, si tu l'achètes avec ta promesse d'achat, tu vas à la banque, tu dis, hey, tu vas me faire financer, puis tu passes au notaire avec toi. Ben là, tu es capé à 650, ben, à 80% de 650. Tu le Mhm. sais. Par contre, Mhm. tu achètes cash, donc tu prends un privé là, qui te coûte 10% d'intérêt, là, 64 000, 65 000 d'intérêt. Tu fais cette démarche-là, ben, t'en sors 100 000, ben, t'es correct, là, tu viens de faire 35, hein. Tu viens de faire 35 000, puis tu as un immeuble là, qui, tu sais, que t'as pas de mise de fonds dedans. Ouais, Par tout de contre, suite, en fait, tu retires tout. En fait, tu te fais juste sous l'opération, tu ressors ton delta de 100 000 pièces, quoi. ouais, mais en fait, juste, c'est plus en plus ou moins un mois, là, parce que ça prenait un mois de faire le dossier de crédit Moi, puis je veux la. dire, sur l'opération, le temps que l'opération se fasse, parce qu'il faut d'abord que tu achètes cash Oui, après avoir obtenu le financement de tes créanciers, en tout oui, cas de tes prêteurs privés ou en tout cas de tes financiers privés, oui. et puis que tu ailles maintenant faire l'opération normale avec la banque pour pouvoir rembourser les créanciers et sortir ton différentiel, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Wow. ouais. C'est super intéressant. Mais là, ça te demande vraiment d'avoir une bonne compréhension, puisque si tu fais une petite erreur de calcul, là, ça peut tout de suite être salé, quoi. Ben, tu vois, c'est là la beauté du parcours, c'est que dans ce temps-là, j'avais les taux au Québec étaient d'environ, là, je pense, le plus bas taux que j'ai eu, là, je pense, c'est 1,85 sur ces immeubles-là, là. OK? Mhm. Puis, je les avais tous pris ouverts parce que vu que je les prenais ouverts, ils me finançaient un plus gros montant. Mhm. Donc, moi, je les avais tous pris ouverts pour pouvoir repayer le monde, payer les taxes de bienvenue, puis aussi payer les coûts de rénovation que j'allais mettre dans les immeubles. OK? Puis, Mhm. lorsque les taux ont monté, c'est passé de comme du 2%. Tous mes prêts j'avais environ là, 3,6 millions de prêts à du 2,4%. Là. Puis, si on faisait une Comment tu moyenne. fais pour dormir la nuit? Puis, puis oui, dis-toi, là, j'étais encore au secondaire 5, là. Tu sais, je suis pas, j'étais encore, j'avais 18 à ce temps-là. Je venais juste de finir le secondaire 5. Là, j'avais autant de prêts. Puis, par la suite, le 2% d'intérêt a monté jusqu'à 7%. Pense-y, là. Puis là, j'ai 3,6 millions à 17%. Puis pour les gens qui n'ont pas d'hypothèque, pour votre information, si on passe de comme 2 à 5, ton hypothèque double quasiment, là. Ouais. Toi, tu le sais peut-être, là. Puis c'est fou, là. Donc, toutes mes hypothèques ont plus que doublé. Là, j'étais rendu cash flow négatif.
Puis à chaque mois, il fallait que Tu j'injecte de payes. l'argent, tu sais, que j'injecte beaucoup d'argent. Puis ça, c'était assez difficile. Puis ben, en fait, au moins, ça m'est arrivé. Puis en date d'aujourd'hui, comme je suis hyper bien, je me suis hyper bien formé moi-même, là, puis je me suis arrangé pour plus jamais que ça me réarrive. Mais c'est quand même arrivé. Puis même encore aujourd'hui, ça me pénalise. Donc, Encore aujourd'hui, parce que c'est pas complètement cleané. non, parce que j'ai encore des hypothèques qui sont à 17% en ce moment. Ah, Donc ah, là, c'est ça. Mais ouais. au moins, au moins l'équité là. Puis c'est quand même manageable. Là. Donc, il fut un temps où c'était très difficile là, parce que je faisais pas des gros revenus, puis j'essayais de tout le temps payer environ 10 000 par mois. Là, tu sais. Mm. Mais, euh, en date d'aujourd'hui, ça va mieux. Ouais. Ok. On va revenir sur cette partie-là et comment est-ce que tu as continué à investir avec tes partenaires. J'aimerais quand même qu'on refasse encore un saut en arrière puisque la partie des sneakers, on a fait quelques secondes dessus, mais quand même, parce que mine de rien, même si avec ton partenaire, vous aviez pas encore de revenus, vous étiez quand même à même de mettre un peu plus de 150 000 pièces sur la table de par cette activité de sneakers-là. Donc, je voulais que tu nous en parles un petit peu comment tu en es arrivé à te lancer là, dans ce business-là, ou dans le business en général. Ouais. Qu'est-ce qui a troublé ton enfance pour que, au lieu de t'amuser comme tout le gamin de ton âge, tu te retrouves en train de faire du business, ce type de business, en plus à ce niveau-là de vélocité au point de pouvoir avoir une petite caisse de près de 150 000, quoi. Mhm. Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis très, très jeune, je veux faire des choses, je veux faire de l'entrepreneuriat, je veux prendre des projets, faire des projets. Donc, tu sais, mettons que je recule en arrière, là, il y a très, très longtemps pour moi. Donc, quand j'avais, par exemple, autour de 10 ans, 10, 11 ans, j'allais cogner aux portes pour ramasser les canettes. Donc, les canettes consignables, là, 5 cents et 10 sous là, pour les bières. Là. J'allais Mhm. ramasser ça, puis j'allais porter ça à l'épicerie près de chez nous. Puis j'allais mettre ça dans l'épicerie, puis je faisais un peu de sous comme ça. Après ça, il y a aussi eu là, pas mal de, de neigement et de gazon là, que je faisais dans mon voisinage pendant l'été, tout ça. Euh, j'ai fait Mais plusieurs autres. pourquoi est-ce que tu faisais? Est-ce que tu avais besoin de le faire ou c'était pour ne pas avoir à demander quelque chose à tes parents? Je pense que c'est de ne pas avoir demandé quelque chose parce que pour les gens qui me connaissent très, très bien, là, ils savent que je ne demande rien, jamais, jamais à mes parents. Je veux pas leur demander, je veux pas qu'ils m'aident avec surtout de l'argent, je veux pas qu'ils m'aident zéro. Donc, c'est un peu un truc d'ego, là, probablement, là, mais je veux pas qu'ils m'aident, puis je veux vraiment genre faire ça par moi-même, puis être accompli. Je pense que c'est comme ça que je vais être accompli dans la vie, là, tu sais, de pouvoir faire ça par moi-même, puis avoir la fierté de l'avoir fait par moi-même, quitte Mhm. à ce que je mange plus des roches, comment que je peux dire ça, quitte à ce que je me plante plus, Mhm. comme ce qui est arrivé avec, avec les Netflix. Mais, euh, tu sais, c'est ça, j'en suis reconnaissant de m'être planté quelques fois. Et puis, ben, c'est ça, donc, ça pour revenir, que quand j'étais jeune, je faisais toutes ces choses-là. Puis j'avais aussi essayé un peu de Shopify dropshipping. Dropshipping, e-commerce et tout ça. À l'époque, ça c'est quoi? C'était 2017, 2018, là, je crois que c'est le moment où ça parlait beaucoup de dropshipping. Ouais, moi j'avais fait ça quand j'avais autour de 14 ans, 14 15 ans. Mhm. J'avais fait deux, trois stores, puis j'avais fait des Facebook ads, puis j'avais essayé. Ça n'avait pas vraiment fonctionné. J'ai aussi fait du trading. Ça l'a bien fonctionné. Euh, T'as cherché quand même. Mais comment tu tombes dans ces affaires-là à chaque fois? ouais, ben, c'est comme depuis que je suis jeune, genre, depuis que j'ai eu un iPad, à chaque fois que j'étais sur mon iPad, au lieu de jouer à des jeux ou regarder des vidéos tu sais, des niaiseries, là, tu sais, je regardais Mhm. tout le temps des vidéos sur comment faire de l'argent, puis c'est tous ces genres de vidéos-là, là. Donc, c'est vraiment comme, je sais pas, c'est depuis que je suis jeune, ça m'intéressait. Mhm. À force de regarder ces vidéos-là, ben, je pense que ça le déteint un peu.
ça m'a influencé. Puis, justement, tu sais, le dropshipping, le trading, même la vente de souliers, je pense que ça vient vraiment de là. Pour qu'est-ce qui est de ramasser les canettes, je pense pas, là. Mais, c'est ça. Pour le reste, je pense que ça vient de là, là. Ok, donc ça veut dire, j'imagine que ça doit être essentiellement de par tes recherches, éventuellement sur Google ou sur YouTube, que tu tombes sur des nouvelles affaires à chaque fois, jusqu'à ce que tu tombes sur la vente des sneakers, ou alors c'était vraiment une passion, tu adores porter des sneakers et tu te dis, ben, peut-être je vais en vendre. Ouais, ben la vente de sneakers, c'est surtout parce que j'aimais ça. Donc, c'était un peu par passion. Puis, c'était vraiment comme c'était, il y avait un hype là, autour, là, on s'entend. Là. Donc, tu Mhm. sais, au secondaire, quand t'avais des beaux souliers, ben, t'étais hot, là, t'étais le king, là. Ouais. Donc c'est un peu, je pense, pour ces raisons-là. Puis, moi, je voulais avoir ces beaux souliers-là. Puis, je voulais aussi, je pense que c'était plus que je voulais les porter pour moi-même, puis par la suite les revendre pour pas avoir le fardeau de devoir payer ces choses-là, puis d'avoir une perte des Ah, souliers un peu comme ça. comme quand tu achètes ta Rolex où tu sais que, OK, ça coûte une blinde, mais ça prend en valeur sur le temps, quoi. Ouais, puis après, si tu peux la revendre quelques semaines plus tard, puis c'est correct. Donc, je pense que ça venait de là. Puis, ouais, c'était vraiment par passion. Ouais, ouais. OK. Et pour ça, Tout ce que j'avais, j'essayais de le porter, tu sais, vu que j'aimais vraiment ça. Donc, j'essaie de le porter au moins pour une photo ou bien pour à long terme, puis par la suite. Vraiment. yes. Et comment est-ce que tu as développé ça? C'était avec un store en ligne ou c'était vraiment du bouche à oreille? C'était des Parce que pages. moi, ça m'impressionne quand même. Tu peux faire vite fait, pas passion, mais je trouve que les chiffres que tu as fait avec cette activité, ensuite, en plus à cette époque-là, Ouais, forcément, faut faire comme c'est une vraie entreprise, quoi. C'est pas de la joke, c'est pas de la rigolade, quoi. C'était un vrai business que tu faisais, quoi. ouais, ouais, vraiment. Puis, c'était surtout par des pages Instagram. Puis, bouche-oreille, page Instagram. Il y avait aussi beaucoup, dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'événements de, de ces choses-là. Là. Mhm. Donc, c'est des genres de get-together pour voir qui aimerait vendre quoi. C'est comme je pense que le nom, c'est SneakerCon, quelque chose comme ça. Ça, il y en avait eu un à Montréal. Puis, c'est vraiment que ça. Fait que c'est des gens qui arrivent avec des booths, donc des tables. Puis, ils arrivent, puis ils mettent toutes les choses qu'ils ont à vendre là-bas. Les gens apportent leurs choses qu'ils veulent vendre. Puis là, ça fait des trades, ça vend. Puis il y en avait à plus petite échelle. Là. Ça, je pense que c'est un des plus gros là, dans l'Amérique du Nord. Et il y en avait aussi à plus petite échelle. C'était des meet-ups, là, mettons Facebook. Là. Euh, Yes. ouais, donc c'est ça. C'est pas mal de ça, page Instagram, bouche-oreille, à l'école. Euh, c'est ça. Ouais. Alright. Est-ce que tu arrives à te souvenir de la transition justement entre cette activité qui fonctionnait plutôt bien, où tu arrivais quand même à générer ton cash et l'immobilier par avant vraiment l'acquisition de ta première propriété en partenariat avec ton compère de l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tu te dises, bah, peut-être c'est plutôt avec l'immobilier, quoi. Cette recherche d'autonomie financière radicale que je recherche depuis des années, peut-être c'est plutôt avec cette activité immobilière qui a toujours été autour de moi, mais où j'ai pas forcément, bah, je peux voir autre chose, quoi. Ben, il n'y a pas eu de. Tu sais, la transition était quand même longue, là, à mon avis, parce que le hype a baissé. Puis, il n'y avait plus vraiment de profit autant qu'avant à faire. Donc, il y avait moins de hype, moins de choses qui sortaient sur le marché. Là. Donc, tu sais, par exemple, on parle de Yeezy, là, Mhm. Kanye. Donc, il y avait moins de souliers comme ça qui sortaient. Il y avait moins de hype, mettons, pour Supreme. Puis, aussi, je pense que Nike puis Virgil, ça continuait toujours, mais c'était extrêmement rare et long, les drops. Puis les souliers qui sortaient, c'était correct là, comparé aux premiers qui sont sortis. Donc, moi, c'est surtout ça que je regardais. Donc, Nike Virgil, certains souliers aussi Nike, là, donc, sont des Air Jordan, puis tout ça. Euh, Supreme, puis Yeezy. Puis tout ça commençait à descendre un peu. C'était plus vraiment. Lucratif. Ouais, c'était intéressant, mais comme pas énormément. Puis ça l'a pas. C'est ça. J'ai pas d'autres réponses à part ça.
Et puis par la suite, qu'est-ce qui nous a peut-être donné la puce à l'oreille là, de l'immobilier? C'est surtout que on s'est inspiré des gens qui réussissaient bien dans notre entourage. Puis on a réalisé que pas mal tous les gens qui ont de l'argent, qui sont riches, ils ont de l'immobilier. Donc, est-ce que c'est pour la garder, cette richesse, ou bien pour la créer? Peu importe, ces gens-là, ils ont, euh, ils ont de la richesse en raison de l'immobilier. Euh, donc, puis mon père aussi qui est pas mal là-dedans, qui en a fait pas mal. Quand il était jeune, il a acheté beaucoup d'immeubles. Il a pas mal fait ce que moi je suis en train de faire en ce moment. Il a Mhm. fait le plus avec sa propre argent, vu qu'il y avait une grosse business de cash flow. Mhm. Donc, c'est vraiment comme l'influence là, de notre environnement, je pense, puis Yes. aussi de s'inspirer. Euh, ouais. Toi, tu le rencontres comment et comment est-ce que tu sais ben, que c'est avec lui que tu vas le faire, ton partenaire? Mon partenaire, je l'ai rencontré dans un événement Ferrari. Cet événement Mercedes. Puis là-bas, il y avait des voitures, là, des belles voitures, des Ferrari, des Lamborghini. C'était vraiment des belles voitures. Là, tu sais, c'est comme une des seules personnes là-bas qui est quand même jeune, qui est presque mon âge. Puis là, on se parle entre nous, puis tout ça. Puis elle me dit qu'il fait de la vente de souliers, puis il vend aussi des montres, puis tout ça. Puis là, là, ça m'intéresse, puis on prend contact. Puis là, on fait quelques business ensemble, tu sais, quelques souliers, quelques chandails, puis tout ça. Et puis au fil du temps, mettons à peu près 6 mois, je dirais, ben là, c'est là qu'on s'est dit, hey, est-ce qu'on essaie de faire plus, tu sais, que juste des souliers? C'est là que on a eu la grosse discussion, puis on a décidé de commencer à regarder. Donc Mhm. c'était assez récent quand même, tu sais, comme amitié, mais qui a bien fini là, certainement. Et, ouais, je vois. Ouais. Donc, toi, avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as juste eu de la chance de tomber sur lui ou tu penses que on devrait être beaucoup plus rationnel dans le choix de son partenaire? Parce qu'aujourd'hui, tu as d'autres partenaires. On va rentrer dans le détail plus tard, avec qui tu bosses, certains avec qui ça s'est bien passé, d'autres avec qui, bon, c'était un petit peu moyen. Comment est-ce que toi, avec le recul, tu évalues ce process en fait de prise de décision de avec qui est-ce que je vais sur un projet ou pas? Faut pas que tu vois un peu la question. Ouais, hmm, ben, ouais. Tu sais, par exemple, là, j'avais, ça c'est une histoire qui s'est passée très récemment, là. J'avais quelqu'un qui voulait investir dans quelques immeubles avec moi, qui voulait acheter quelques immeubles. C'était un très bon deal, c'est moi qui avais apporté le deal, c'est moi qui avais fait la négociation Mhm. avant l'achat. Puis je lui ai apporté ça, puis on fait la demande de financement, puis on apprend que on a un retour de la banque qui nous dit que cette personne-là a supposément volé quelques millions en Suisse et tout ça. Et donc, En Suisse, à l'étranger, en fait. à l'étranger. Donc, que, cette- c'est que cette banque-là ne nous financera pas personne. Donc là, ça, c'est l'information qu'on ne savait pas. C'est quelqu'un de nouveau qu'on voulait avec qui on voulait faire affaire. Et puis, vraiment, à ce moment-là, on a commencé à checker vraiment plus tout le monde. C'est vraiment tout le monde. Puis, tout est beau pour toutes les autres, mais Mais c'est quand comment même, tu peux savoir en Suisse en plus, ben, comment tu peux pas savoir ça? c'est justement, c'est fou, là. Puis, malheureusement, cette personne-là ne nous l'a pas dit, mais mettons qu'on avait pris, j'invente quelque chose, là, j'invente une situation. Mhm. Mettons qu'on avait pris un prêteur privé, puis qu'après ça, on veut aller financer avec la SHL. Ça aurait pu laisser une tâche à mon dossier personnel, la CHL, pendant je sais pas trop combien de nombre d'années, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Ça aurait pu être très dommageable pour moi et mon futur en investisseur immobilier. Euh, donc, je trouve ça fou que ça n'a pas été mentionné plus tôt, mais bon, quand on est en arrière, on ne peut pas savoir c'est quoi les motivations. Mais pour tous les autres partenaires, sérieusement, à date, ça a tout le temps été des gens de confiance, euh, sérieusement des très bonnes personnes. Et puis, tu sais, les choses sont quand même très bien écrites dans les conventions d'actionnaires. Tu sais, même si la personne a un mauvais fond, là, complètement mauvais fond, veut tout faire tomber puis tout ça. Tu sais, malheureusement, dans les deals, c'est moi qui gère les rénovations. Les locations, c'est normalement mon partner qui les gère. La gestion à long terme,
Ben, gestion à court terme, lors de la phase d'optimisation jusqu'au refinancement, c'est nous qui le fait. Donc, c'est nous qui fait la gestion dans le day-to-day, puis qui rentre les loyers dans le compte de banque, qui refait les baux juste pour être sûr que tout est bien. S'il y a des mauvaises créances, on se rend au TAL personnellement. Donc, lors de la phase d'optimisation qui prend entre 1 an et 2 ans là, pour un deal, là, ben ça, c'est nous qui le fait personnellement. Donc, lui, il met pas ses pattes pour vouloir, tu sais, mettons qu'il voudrait là, nous faire tomber le deal, ben lui, il est pas là pendant ce temps-là. Donc, nous, on continue à travailler dans le bon sens. Tu sais. Et puis par la suite, euh, lorsqu'on a une réception d'argent et puis là, on aime, tu sais, la personne X a un mauvais fond, aimerait ne pas faire ça d'une manière équitable et puis en garder plus dans ses poches que qu'est-ce qui était convenu, ben malheureusement, c'est peut-être même pas possible, tu sais, parce que les conventions d'actionnaires sont bien écrites. On a des bonnes ententes. Euh, les choses sont très bien dites. Puis aussi que, faut pas oublier que c'est en majeure partie son argent qui est investi, tu sais. Donc, ce serait pas dans son propre intérêt de commencer à aller contre le groupe puis contre les objectifs communs là, du projet. Donc, voilà, je pense que pour l'instant, là, à part cette personne-là, on était juste en demande de financement, thank God. À part cette personne-là, j'ai pas eu aucun autre problème là, à date avec les partenaires. Là. Moi, je me permets de faire une petite digression par rapport à ce que tu as évoqué sur les conventions d'actionnaires. Tu vas peut-être te moquer de moi, mais moi, j'ai eu une mauvaise expérience d'association. Ça doit faire à peu près presque 5 ans. Mais c'était de la pure naïveté parce que ben, moi, je n'étais pas initié en fait à ce contexte de convention d'actionnaire. Je pensais que ben, on incorporait la société à deux, il y a les statuts, ben, ça va quoi. C'est bien après que je me rends compte, lorsque j'expliquais la situation par rapport à, à cette mésentente qu'on avait, qu'on n'arrivait pas même avec un médiateur à trouver un terrain d'entente, ben, et la personne avait plus d'expérience que moi, parce que elle était associée avec d'autres personnes. Et dans toutes ces autres associations, il y avait cette convention d'actionnaire. Et même un de ses partenaires m'expliquait que ben, nous, on a une convention. Et c'est là où il m'explique, en fait, c'est quoi une convention d'actionnaire. Et là, je me suis fait avoir, quoi, tu vois. Et là, depuis cette phase-là, même si au début de l'activité, c'est vrai, il faut d'abord mettre les mains dans le cambouis, bosser et tout, mais je commence d'abord par la convention d'actionnaire avant, surtout qu'on peut le modifier après, mais qui est quand même une première clause ou un gentleman agreement qui permet au moins de régir la façon dont on veut collaborer, échanger, et puis ça permet en fait à chaque fois de se référer dessus au cas où peut-être il y a des moments d'incompréhension ou de discussion, parce que c'est écrit. Donc, Mm. c'est un point assez essentiel, mais bon, je sais que ça fait un peu drôle et tout, mais je connaissais même pas les conventions. Je sais quoi ce truc, je connaissais même pas ce que c'était il y a 5 ans. Quoi. Ouais, c'est très important. Puis c'est pour les 4 premiers, là, avec mon ami, j'ai pas fait de convention, même pas de papier, même pas de rien de ça. C'est juste même encore aujourd'hui, là, c'est du, on fait confiance à l'autre, on n'a pas de papier. Puis, tu sais, en ce moment, je suis avec lui en voyage, là, en Égypte, là, qu'on voit dans Mhm. le background. Puis, tu sais, tout va bien. Moi, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de problème. Puis, aussi que, tu sais, euh, avec les registres fonciers, nos deux noms sont dessus maintenant. Donc, que lorsqu'il y aura une vente, ça va être séparé en 50-50. Donc, tout est correct à ce Automatique. Mhm. niveau-là. Donc, il n'y aura pas vraiment de problème. Puis quand il y a eu de l'argent injecté, on a injecté à 50-50 depuis le début. Donc, tout est beau à ce niveau-là. Mais ouais, c'est ça. Pour toutes les autres, là, j'ai toujours eu des conventions d'actionnaires, puis c'est extrêmement important, comme tu le dis, là, surtout dans tes débuts, si tu commences, puis tu connais pas trop ça, t'en faut parce que si quelque chose va mal, ben, c'est ça. Si Ouais, t'as c'est pas, important. Même pour des détails auxquels on pense pas, si ton partenaire décède, par exemple. Qu'est-ce qu'on ben fait? oui, Tu vois? Moi, je savais, pour moi, c'est parce que la mort, t'es jeune, tu vois pas tout de suite, quoi. Tu sais, c'est pas proche de toi. Tu te dis, bah, ça me concerne pas. Mais bon, ça peut arriver, quoi. C'est pas toi le divin. Demain, tu peux marcher, la voiture te cogne. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux te taper sa famille qui n'a aucune expérience, qui va venir piloter le business avec toi? Ou alors, s'il veut se barrer, par exemple, à qui est-ce qu'on revend les actions en priorité? Tout, donc, tous ces trucs-là, c'est tellement important, tu vois. oui, C'est vrai que c'est chiant parce que c'est pas actif, c'est pas ça qui ramène du business tout de suite.
Mais Oui. quelque part, c'est ça qui permet de pouvoir avoir la possibilité que le business, il existe dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, quoi. Ouais, puis il faut juste que tu en ailles juste une, sérieusement, une très bonne. Puis adapter, ouais. Et puis, tu fais juste tout le temps reprendre le même template. S'il y a certaines clauses à changer, tu les modifies. Puis, tu modifies les termes, les taux, les gens, là, les noms des personnes. Et puis, ça peut être la même pour tout le temps. Puis, elle, tu la connais par cœur. Donc, lorsque tu as ton template de fait, à la suite, ça va mieux, c'est plus rapide. Mais oui, c'est clair qu'au début, c'est long, puis ça rapporte zéro. C'est très long, une convention d'actionnaire à lire et à comprendre chaque point, là. Mm, C'est long. yes. Ouais. Donc, toi, tu as toujours le même partenaire de l'époque, là, avec qui vous continuez et d'autres qui se sont rajoutés, c'est ça? Ben là, lui, il fait plus des flips. Moi, je suis plus dans la gestion, Buy and hold. ouais, buy and hold. Donc, on achète, on optimise, on refinance, on garde. On garde, mettons, environ 5 ans. Puis par la suite, soit qu'on vend ou soit on check qu'est-ce qu'on fait là, soit qu'on refinance bien. Peu importe, là. Yes. Qu'on achète l'actionnaire. Donc, pour l'instant, c'est vraiment ça, les, qu'est-ce que moi je fais personnellement, lui, il est plus en équipe. Donc, Mhm. là, on peut séparer, mais tu sais, on s'aide beaucoup dans surtout le volet rénovation, là, parce que ça nous touche les deux. Puis, euh, Mhm. on a des bons fournisseurs qu'on utilise ensemble pour avoir des meilleurs prix, tu sais, pour qu'on ait Ouais, plus de pour prix. mutualiser, faire l'économie d'échelle. Ouais, ça. Donc, OK. ce niveau-là, on s'aide encore, mais ouais, c'est pour les autres projets qui sont plus long terme. C'est avec un autre partenaire là, maintenant que j'ai qu'on fait ça ensemble. OK, parfait. On va revenir sur ta stratégie en détail sur la partie buy and hold. Pourquoi tu le fais et ce que tu envisages en tout cas, comment est-ce que tu comptes t'appuyer dessus pour aller sur des trucs beaucoup plus gros plus tard? Avant, je voudrais qu'on boucle un petit peu la séquence à l'heure où tu expliquais un peu la stratégie de aller chercher quelques financeurs privés qui vont te permettre d'acheter cash et ensuite de financer derrière avec une institution traditionnelle pour aller chercher ton delta. Moi, je voulais savoir, en fait, dans cette stratégie-là, tu étais toujours dans des opérations de fix and flip, c'est ça? Donc, dans la stratégie, lorsque j'achetais avec du privé puis j'avais financé à 100% en vrai. Ouais. Ou c'était OK. toujours pour conserver sur long terme? Ben, ceux-là, c'était, pour de vrai, il n'y avait pas vraiment de plan au début. Donc, c'était juste, on achète pour acheter, puis le deal, il est bon, peu importe si on le garde à long terme ou bien qu'on le vend à court terme. Dans les deux cas, c'était bon. Mhm. Euh, avoir eu une machine pour remonter dans le temps, j'aurais tout vendu, donc j'aurais juste acheté puis revendu dans le même 2, 3 mois, là, tu sais. C'est ça que OK. j'avais fait parce que, en date d'aujourd'hui, un triplex à Brossard vaut 900 000. Mais en date de la COVID, donc de 3 ans, ça valait 1 million. Donc, OK. tu Wow. sais, donc j'aurais clairement juste acheté puis revendu de 600 quelques mille à 1 million. Puis ensuite, j'aurais pris cet argent-là pour aller faire de l'achat de multilogements de 5 portées plus. Puis là, j'aurais pu, tu sais, faire du leverage avec les revenus puis tout ça, tu sais. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que mes triplex, faut savoir là, que j'ai fait de la bonne optimisation dedans, donc j'ai apporté beaucoup de rénovations et tout ça dans tous les triplex. Puis ça doit être les triplex qui font le plus d'argent sur la rive sud au complet, là. C'est Mhm. comme ils font autant d'argent qu'un 5 logements à Montréal, là. Wow. C'est fou. OK. Puis même à là, comme c'est pas énormément profitable, là, tu sais. Donc moi j'aurais juste vendu, puis par la suite faire du 5 logements et plus. Maintenant, tu avais aussi un autre volet sur la question qui était pour le financement privé. C'était quoi encore? En fait, c'était plus pour comprendre dans ces opérations de financement, en tout cas telles que tu expliquais, où tu prends de l'argent à des privés pour payer cash et ensuite tu vas chercher le financement tradit pour avoir ton delta et pour jouer entre la valeur commerciale et la valeur marchande. C'était pour Ouais. savoir en fait si c'était essentiellement pour des opérations de fix and flip. Bon, là, tu as dit que OK, ça dépendait vu qu'il n'y avait pas de stratégie dès le départ. Mais déjà, comment est-ce que toi tu décides en fait même si au début, il n'y a pas de stratégie, quand est-ce que tu décides, ben, là, cette opération, c'est le moment peut-être de le flipper. En tout cas, les circonstances sont propices pour flipper, ou alors ce truc, si c'est un bijou, on va le holder le plus longtemps possible, quoi. Quels sont tes critères, en fait, Ouais. chiffrés? En fait, dans tous les immeubles que j'ai en ce moment, il y a pas mal eu
toujours des refinancements, puis l'argent qui était injecté dès le départ a été déjà ressorti à 100%. Là, tu sais. Donc, euh, pour, pour buy and hold, tu sais, je pense que c'est vraiment, on le voit avec les chiffres, là. Mais lorsque tu n'as pas d'argent dans le deal, moi, j'aime ça dire ça à mes investisseurs qui investissent avec moi, c'est que lorsque je te redonne 100% de l'argent que tu as investi, par la suite, ton retour, c'est quoi? Ton retour, il est infini, là, on s'entend. Tu n'as plus d'argent dans l'immeuble, puis tu gagnes encore de l'argent chaque mois, que ce soit en capital cumulé, euh, en, en, tu sais, Prise de valeur. en prise de valeur, et puis en loyer qui rentre dans tes poches, et puis le loyer qui augmente à chaque année. Donc, ton rendement, à mon avis, il est presque infini parce que tu n'as plus d'argent dans l'immeuble, puis par la suite, tu peux prendre cet même argent-là, tu peux acheter cet immeuble pour aller faire un autre immeuble. Puis, donc, il n'y a pas, c'est infini. Puis aussi, je pense que la question de l'impôt est quand même un bon questionnement à se faire avant de vendre un immeuble, là, clairement. Euh, donc, un, ça, deux, ça. Puis troisièmement, par exemple, il y a des immeubles que je vends en ce moment, puis il y en a qui c'est justement pour ces raisons-là, à cause de l'impôt, parce que avec l'investisseur avec qui on a acheté, si il gardait l'immeuble au long terme, vu qu'il l'avait gardé je pense que c'était dans sa holding ou dans sa compagnie mère dans laquelle il fait toutes ses opérations, s'il le gardait à long terme, il allait payer plus d'impôts sur sa compagnie euh, qui fait de l'argent, là, tu sais, son day-to-day business, you know. Alors, Mhm. il allait payer plus en impôts sur cette compagnie-là. Il allait avoir des moins bons taux d'impôts. Donc, pour cette raison-là, lui, il voulait vraiment vendre. Mais pour moi, ça me dérange pas vraiment parce que dans tous les cas, que ce soit pour garder ou pour vendre, euh, la position dans laquelle je suis puis que les investisseurs sont, dans laquelle on les a placés, normalement, est assez bonne pour faire les deux. Par contre, j'ai un petit penchant un peu plus pour le holding. Puis je pense vraiment que c'est avec ma situation de vie en ce moment parce que pour moi, garder, c'est plus intelligent lorsque je demande d'autres prêts, par exemple. Si je veux continuer à acheter, il faut que j'aie Il des faut que tu bons aies une actifs. valeur nette. Et t'es jeune, tu as de quoi justement accumuler Ouais, c'est ça. rapidement. Genre, J'ai quelques trucs accumulés puis une bonne valeur. Donc, lorsque j'arrive pour faire une demande de prêt, en date d'aujourd'hui, ça va. Mais si j'étais pour vendre tous les triplex, payer 50% d'impôts, et puis par la suite, vendre tous mes autres immeubles, payer 50% d'impôts, mais là, j'aurais moins que qu'est-ce que je projette sur papier, là, c'est clair. Mais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ces immeubles-là, ils se font payer au moment où on se parle, là, le capital se fait payer, la valeur est en train de monter, les loyers vont augmenter en juin, juillet prochain de 5% encore. Donc, c'est juste exponentiel, là, on le sait, là. alright, super intéressant. Toi, comment est-ce que tu présentes le take-out à tes investisseurs, les ordres de remboursement, préférentiels, timeline, scénario, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que tu négocies ou bam, tu dis, ben, voici comment ça va se passer et ils te suivent tout court? Ouais, c'est pas mal, voici comment ça va se C'est de la passer. dictature. Ouais, un peu. Mais quand je présente le deal, j'ai déjà tout de fait. Donc, par exemple, là, exemple très, très simple. Ok? C'est un 5 logements à Saint-Jean. Ok? Puis là, on fait la promesse d'achat. Puis c'est un bon prix. Et c'est 100 000 la porte. Ça, c'est l'histoire vraie là, qui vient juste de se passer là, il y a Mhm. quelques semaines. Puis là, on vient juste d'avoir la LOI du financement. Là. Donc, la banque va nous financer. Euh, donc, 5 logements, on fait la promesse d'achat, on voit la promesse d'achat au vendeur, tout est beau. Par la suite, on négocie une balance de vente avec le vendeur. Puis, en fait, un, on fait ça. Deux, là, moi, je fais mes chiffres. Là, selon mes chiffres, parce que j'ai vraiment des beaux chiffriers là, qui calculent vraiment beaucoup de choses. Puis Mhm. aussi, sur une ligne de temps, sur chaque mois. OK? Donc, disons que je fais une optimisation d'un 5 logements. Ben, tu sais, je peux te dire, revenu au départ, c'est tel montant, puis revenu à la fin, c'est tel montant, puis on dépense tant. Je pourrais faire ça comme ça, faire ça hyper simple, mais moi, je le mets par mois. Donc, par mois, combien qu'on perd? Est-ce qu'on est cash flow négatif, oui ou non? Combien qu'on perd? Donc, si, mettons, on met des rénovations, ça nous coûte combien pour le mois 3? Combien pour le mois 4? Combien pour le mois 5? Puis par la suite, pour les loyers, mettons qu'on optimise un loyer, là, par la suite, il est plus cher. Ben,
l'augmentation de loyer n'est pas dès le départ, là, est après le mois 6, là, lorsque les rénovations sont terminées, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je mets ça vraiment sur une belle ligne de temps qui donne vraiment un aperçu de la réalité très, très, très exact. Par exemple, pour le 5 logements, j'avais projeté qu'on allait avoir 620 000 en prêt de la banque. Finalement, la banque nous est revenue, elle nous finance 618 000 sur le prix d'achat. Donc, ils sont très, très exacts, les chiffres. De plus en plus, avec le temps, au début, quand j'ai commencé mes choses, jamais j'aurais pu être autant exact sur ces choses-là. En date d'aujourd'hui, je suis capable de le faire. Donc, ça pour dire qu'on a une promesse d'achat. Moi, je rentre les chiffres dans mon chiffrier. Là, je me dis, OK, je me fais des scénarios types. Combien qu'il faudrait que j'augmente les revenus pour que ça puisse fonctionner? OK, parfait. Est-ce qu'il me faudrait une balance de vente pour baisser par exemple, ma mise de fonds puis l'argent que je mets pour les rénover? OK, peut-être, essayons ça avec tel taux, tel terme, telle condition, tel refinancement avec tel taux, tel terme, telle condition. Comment que dans un an, la SHL va être. Parce que là, tu sais, on vient juste de voir que la SHL a augmenté ses primes quand même de manière assez considérable. Donc, le coût des primes, tu sais. Donc là, ça, c'est quelque chose que dans mes chiffriers, avant, c'était calculé à proche de 2 selon le frais. Puis maintenant, c'est beaucoup plus que juste du 2 là. C'est quelque chose à aussi prendre en mise de compte que est-ce que la SHL, parce que nous, on essaie de refinancer avec la SHL, mais il faut aussi prendre en compte que si on essaie de vendre ou si on essaie de juste refinancer avec une banque conventionnelle, est-ce que ça marche quand même, tu sais? La SHL prend des ratios de couverture de dette de 1,1. Nous, c'est plus comme, tu sais, j'essaie de calculer à du 1,3, puis si ça fonctionne à 1,3, ben, allons-y de l'avant, tu sais, on peut pas se tromper, tu sais, parce que du 1,3, c'est de la banque conventionnelle, là. Donc, tout ça pour dire que, puis aussi que la valeur de revente, disons que l'économie plante, la SHL n'existe plus. La valeur de revente, c'est mon ratio de couverture de dette après mes revenus nets normalisés. Avec un accéléré d'1,3. Puis, c'est, mettons, 20% de plus. Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, on dirait que tu dérisques au max dans ton. Enfin, on dirait que tu prends le scénario le plus pessimiste pour évaluer. Il n'y a aucun risque, j'haïs le risque, puis je veux le minimiser le plus possible. Puis avec ces manières-là, c'est comme ça qu'on est capable d'y arriver. Puis pour revenir au début, j'ai ma promesse d'achat, j'ai tous ces chiffres-là, j'ai mes métriques, j'ai mes barèmes, je sais ce qu'il faut que j'aille chercher. Là, c'est le temps de se retourner vers la vendeur et négocier avec lui. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on fait, on négocie avec lui. Donc là, pour ce dire-là, j'avais besoin d'une balance de vente de 60 000. J'avais besoin de négocier les locataires. Donc, j'avais besoin d'aller voir les locataires, leur demander s'ils veulent avoir des augmentations, des améliorations dans leur logement. En contrepartie, augmenter un petit peu. Donc, il me fallait, je pense, une Est-ce que tu augmentation. précises quand même que les améliorations que tu vas avoir, ben, ça veut dire que tu vas payer plus? Ou alors, il comprend tout ça que l'amélioration égale augmentation de prix? Il faut, puis c'est un contrat de gré à gré parce que faut que ce soit un contrat qui est applicable dans le futur. Right? Donc, si jamais là, une des parties veut en déroger, ben, ça cause un problème pour l'autre, puis qu'il puisse avoir recours. Right? Donc, ces contrats-là sont annexes au bail, puis c'est des contrats de gré à gré qui sont applicables aux petites villes. Et puis, ces contrats-là, ben, c'est comme, par exemple, contrat type. Nom du locataire, notre nom. Lorsqu'on devient propriétaire, on va rajouter une thermopompe, changer ta cuisine, repeinturer ton logement complet. En contrepartie, le locataire s'engage le locataire qui payait 1 000 maintenant paye 1 150 Okay. Voilà, c'est plus simple que ça. Puis nous, c'est vraiment ça qu'on va faire. Donc, qu'est-ce qu'on a été faire là-bas? C'est qu'on a augmenté les revenus là, c'est quand même assez considérable, de 120%. What the... Wow, wow. L'immeuble, c'était un immeuble. Moi, j'avais approché dans mes chiffres qu'il me fallait environ 30% pour faire fonctionner le deal. Mon partenaire a pu négocier de 120% les loyers. En contrepartie de très grosses rénovations, là, je te mentirais pas, l'immeuble est très, très, très délabré. Là, c'est assez rare qu'on ait un immeuble autant délabré. Les locataires étaient juste très tannés de ça, là, de vivre dans des conditions un peu limite. tough, là. Donc, tu sais, on fait des belles rénovations et tout, mais quand même, tu sais, nous, on est contents. Eux, ils sont contents. Tout le monde est content. Si ça marche dans les chiffriers. L'investisseur aussi qui va embarquer dans cette deal-là, il est content. Il a sa rentabilité qui est pas
peut avoir certainement, parce que, un, ces ententes-là sont signées, de deux, il y a aussi une balance de vente, et de trois, tout est fait en amont. Donc, lorsque lui, il rentre, par la suite, il faut juste les bobines, suivre les bobines pour faire le travail. Par la suite, qu'est-ce qui est proché sur le chiffrier, il va se produire, là, on vient juste de le voir. Donc, c'est ça. Puis c'est comme ça que j'essaie de faire tous mes deals. C'est un peu le modus operandi pour l'instant parce que je veux être sûr que les gens qui embarquent dans mes projets, qui en ressortent quelque chose, Ouais. ça soit Et surtout qu'ils comprennent de quoi il s'agit, quoi. Parce que là, se voit, ok, j'ai parlé de dictature en rigolant tout à l'heure, mais il y a quand même un process d'explication pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, quels sont les tenants et les aboutissants, comment les décisions sont prises et pourquoi est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour minimiser le risque tout en allant chercher le maximum de rendement, quoi. Oui, ouais, puis la plupart des gens qui investissent dans mes projets, ben, c'est des gens qui ont probablement des placements, des compagnies, ils ont déjà eu de l'immobilier ou ils en font activement, des gens qui font probablement aussi des prêts privés, tout ça. Donc, c'est des gens qui s'y connaissent quand même. Mais ça arrive quand même assez souvent, je dirais, que nous, c'est vraiment comme notre excellence, là, tu sais, mettons notre excellence. Donc, on explique des choses aussi que, par exemple, là, même si tu fais de l'immobilier depuis 10 ans, si tu l'as pas fait à notre échelle, là, par exemple, là, à notre à le pousser comme on le fait en ce moment, Mhm. ben, il y a certaines métriques que probablement tu ne connais pas. Donc, c'est là que nous, on apporte aussi de la valeur à ces personnes-là lorsqu'on en parle. Et puis qu'ils sont très en confiance lorsqu'on est capable de les éduquer, tu sais, Mettre de la montrer clarté. ben ouais, la clarté, l'éducation, puis de montrer aussi notre track record, parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais le track record, faut qu'il suive. Mhm. Donc voilà. Là, on parle de quel profil? Là, tu dis que t'as des profils qui sont assez protéiformes, mais en même temps, c'est quand même des gens qui ont déjà eu un petit peu investi. C'est quel type de personnes qui embarquent dans tes deals? Et surtout, c'est quoi? On parle plus des investisseurs passifs ou ils sont vraiment actifs, ils vont au-delà du cash apporter une autre plus-value? C'est très rare que les investisseurs qui embarquent dans les deals sont actifs. Donc, très, très rare, mais ça l'arrive. Il y en a qui sont un peu control freak, là, puis ça m'est arrivé, là. Puis ils veulent vraiment comme être là, puis être sûr que tout va bien, puis vraiment comme, tu sais, il y a de la confiance, mais c'est juste pour s'assurer, tu sais. Ouais. Donc, puis moi, ça me va, c'est amplement correct avec moi. Il y en a d'autres que c'est vraiment comme, voici mon argent, puis je te fais confiance, puis parle-moi-en pas, fais juste me dire quand est-ce qu'il faut que j'envoie mes documents, puis quand est-ce qu'on a le refinancement, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment les deux extrêmes. Puis, pour que le numéro 2, le scénario numéro 2 se produise, il faut que, bon, cette personne-là ait confiance en nous, il faut qu'on ait un bon track record, mais il faut aussi que les choses soient hyper bien présentées dès le départ. Puis c'est ça que, en ce moment, on est capable de faire, c'est qu'on est capable de présenter les choses super, super bien. La rentabilité est déjà créée avant même l'achat. Et puis, lorsque cette personne-là embarque, même avant de passer au notaire puis signer des papiers, lorsque la personne embarque, elle connaît déjà sa rentabilité future. Tout le monde sait combien plus ou moins là, d'argent il va faire, il fera dans un an et demi jusqu'à dans 5 ans. Donc, ça lui permet à ces gens-là qui veulent bien entendre des deals de le faire parce que les chiffres sont bien montés. Mm. Et nous, on fait ce qu'on dit. Ouais. Et c'est quoi? C'est plus des obligations où ils ont vraiment des participations dans le deal, ils sont copropriétaires des propriétés quoi, qui sont achetées. Ben, ça dépend des deals. Il y en a, c'est des actions de classe A, d'autres de classe C. Donc, pour aller dans le détail, là, classe A, ça veut dire que t'as des parts ordinaires, là, donc vraiment ordinaires. Mhm. Puis, classe C, c'est plus comme un prêt. Donc, lorsque tu empruntes de l'argent à la compagnie, là. Puis, La ça, vocation à sortir à un moment, quoi. ouais, ouais. Ça dépend un peu, là, des deals, il y en a qu'on le fait en classé, puis par la suite, on nous charge les intérêts et ça fait en sorte que l'investisseur peut prendre moins de parts de classe A. Mais dans tous les deals qu'on fait en ce moment, pour faire chose simple, les investisseurs ont des parts de classe A quand même, dans tous les deals à la. Mhm. Donc, tu sais, ils mettent quand même des bonnes sommes, là. Tu sais, donc, il faut Ouais, ouais. tuer notre vin. On aimerait savoir 100% des parts, mais c'est pas possible. C'est seulement possible lorsque, par exemple, on prend un privé mettons, pour faire le deal. Ça, Ok. c'est pas.
de 100% des parts. Puis là, Ça reste plus intéressant que du prêt privé. Pour l'instant, non, en du tout cas. prêt privé, c'est plus intéressant. Ah bon? Du prêt Malgré privé, le gros pourcentage que tu dois payer en intérêt? ouais, moi, mes investisseurs, ils font autour de entre 25 puis 50% là, en ce moment. Là. Donc, tu sais, puis ça, c'est du cash on cash return en 1 an et demi. Là. Mhm. Donc, lorsque j'apporte, mettons, un privé qui m'en coûte, au pire, c'est un privé qui est assez cher, là, puis il m'en coûte du 18. Même à là, je suis gagnant. Donc, par contre, pour l'instant, c'est juste que si jamais, mettons, il y a un problème, ben, l'injection des fonds, tu vois, quand je parle de minimiser le risque, là, à son, au plus bas possible, là, dans un privé, il y a un petit peu plus de risque. En ce moment, moi, je serais pas prêt à prendre pour l'instant. Pose-moi la même question dans 1 an, la réponse va être complètement différente, mais pour l'instant, on prend du privé, mais aussi avec des investisseurs. Donc, moi, je serais pas prêt à le faire à 100% privé. Mhm. Euh, parce que si jamais tout collapse, puis il faut que je m'arrange pour le payer moi-même de mes poches, euh, je sais pas en ce moment si ça Ouais. pourrait être possible. Raison pour laquelle tu essaies d'accumuler aussi en valeur nette. On va revenir tout à l'heure pour petit à petit reprendre tout le contrôle. Donc, mais est-ce que tu peux nous dire quand même, quand tu parles qu'ils mettent des sommes assez conséquentes, c'est quoi le ticket minimum pour entrer dans tes deals? Et puis, c'est quoi aussi les critères, quoi, le type de personne avec qui tu peux collaborer ou tu es ouvert justement de collaborer? Ben, en fait, il faut au moins avoir au minimum 150 000 Canadiens, mais même à là, c'est très bas. Là. Je vais montrer un petit peu plus la mise. Là. Disons, là, autour de 200 000 Canadiens, ça, c'est le point de départ. OK? Mhm. 150 200 Canadiens, c'est le point de départ. Puis jusqu'à 1 million Canadien. Puis la raison pourquoi, c'est qu'après 1 million à investir dans un deal, ben, c'est normalement, tu le fais tout seul. Là. Si tu as 1 million prêt à investir dans seulement un deal immobilier, normalement, c'est parce que t'es quand même big, là, puis tu fais tes choses par toi-même. Donc, c'est quand même assez rare de trouver une personne avec ces fonds-là. Mais On c'est a pas, il n'y a pas une croix, quoi. Ça veut dire que quelqu'un, il vient avec 1 million et ah, qui n'est pas à te confier, tu le prends, quoi. ouais, puis tu sais, mettons, il fallait que je lève des fonds là, pour un deal un peu plus loin, là, c'est à 53 portes, puis la mise de fonds, puis aussi pour la mise de fonds et pour les coûts pour le soutenir à chaque mois, plus les rénovations et tout ça, on parlait d'environ 800 000. Puis, tu sais, donc ça serait un beau projet, là, tu sais, pour quelqu'un qui a cette somme-là. Euh, et puis, Et c'est quoi les critères? Est-ce que le profil doit être d'une catégorie sociale où tu t'en fous? Il peut être femme, ça peut être une femme de ménage, ça peut être tant qu'elle a des fonds qu'elle peut justifier, dont elle est propriétaire et que humainement, tu sais que ça fit. Ou alors il y a d'autres éléments, je sais pas, est-ce qu'elle doit avoir un niveau d'éducation aussi parce que c'est important pour comprendre ce que tu fais. Parce que ça. ouais, ben, tu sais, c'est pas vraiment des critères que mettons, je dis d'emblée, là, on Mhm. s'entend. Mais il y a plusieurs personnes à qui j'ai essayé d'apporter dans des deals, j'ai essayé d'expliquer, d'expliquer, donner des heures et des heures d'explication. Et même à là, ces gens-là ne comprennent pas les chiffres, puis tu sais, ça arrive pour certains que les chiffres, c'est plus compliqué que d'autres. Mhm. Donc, peu importe la raison. Donc, des fois, oui, il y a des gens qu'il faut ben, premièrement, il faudrait que tu comprends au moins au minimum les chiffres, les mathématiques, au moins au minimum, parce que les chiffres que je présente sont quand même assez compliqués. Mhm. Euh, tu sais, quand on commence à calculer des hypothèques et tout ça, c'est des chiffres compliqués, puis c'est des calculs compliqués, là. Donc, ça, au moins, comprendre ça au minimum. Par la suite, ben, avoir un beau dossier de crédit, aucun dossier criminel, et puis, Ah, ils mettent leur dossier. Je pensais qu'ils apportaient juste l'argent. Il faut qu'ils mettent aussi qu'ils se portent caution pour valider l'emprunt. ouais, donc normalement, là, ça dépend des deals, puis ça dépend comment qu'on le fait, là. Mais normalement, l'investisseur qui a des actions de classe A est caution auprès, puis tu peux pas en déroger. Tu comprends? OK. Donc, c'est même pas, c'est pas lui, là, qui décide, c'est vraiment la banque qui dit, ben, vous êtes caution solidairement auprès parce que vous êtes toutes dans la même compagnie, vous avez toutes des actions de classe A ou autres, là, tu sais. Donc, c'est même pas un choix. Donc, oui, il faut qu'il soit caution. Puis, pour cette raison-là, ben, il faut aussi qu'il y ait un bon dossier de crédit. Puis Mm. aussi, c'est Il y a des prêt. cas où les personnes peuvent ne pas être caution, ils mettent juste du cash ou alors c'est pas intéressant pour toi.
Ben, ça dépend Je dis, par exemple, je te prends un cas. Tu as un pool d'investisseurs. Par exemple, moi, j'ai une grosse communauté et j'ai un pool de personnes qui peuvent mettre du cash. On va se constituer comme une sorte de SPV, tu vois ce que c'est? Comme une sorte de véhicule d'investissement pour éviter que tu t'aies, par exemple, 100 interlocuteurs. Tu vas avoir juste une seule structure qui va y mettre un ticket, par exemple, de 500 000, de 600 000, mais à l'intérieur, tu as plusieurs porteurs à 50 000, 60 000. Est-ce que là, il faudrait que tu puisses avoir le dossier de crédit de chacune des personnes qui constituent le véhicule d'investissement? Non, dans cette situation-là, je serais pas obligé d'avoir tu sais, les cautions de chaque personne, à mon avis. Par contre, pour l'instant, ben, si, mettons, il y a des gens qui écoutent ce podcast-là, puis qu'ils ont des fonds, mais probablement, tu sais, peut-être pas de crédit ou bien d'actifs, là, peut-être Mhm. envoyer un message quand même, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être que ça peut être fait dans un futur proche, mais pour l'instant, euh, vraiment, les gens avec qui je fais affaire, ils ont un bon dossier de crédit. Ils ont déjà quelques actifs à leur nom personnel, comme une maison, un chalet, puis peut-être deux, trois immeubles. Là. Mhm. Donc, on investit en titre. Là. Mhm. Puis, c'est juste plus simple. Si, mettons, embarquer, là, c'est pas moi, 20 personnes à 50 000 dans un deal pour faire 1 million. Fait que, tu sais, la somme d'1 million, Mhm. ça commence à faire beaucoup de gestion, là. Donc, c'est pas la priorité pour l'instant. Par contre, est-ce que C'est pour ça ça que je dis que c'est t'as un interlocuteur qui vient avec un véhicule qui dit bah, je suis l'interlocuteur et toute la communauté qui a été constituée, ils sont dans un véhicule unique et c'est que ce véhicule-là qui prend la participation dans l'incorporation qui va faire le deal. OK, donc Je suis un moi, petit peu comme en startup là. je parle à une personne et non 20 personnes. Non, non, non. Ah, La OK. personne à qui tu parles, c'est lui l'interlocuteur des 20 autres personnes. Et même du point de vue juridique et structurel, Mhm. tu as une incorporation, ou du moins, tu as une structure juridique qui possède en fait l'intégralité de cette somme-là. Et puis, Ouais, je c'est. comprends. De cette manière-là, ce serait possible, ce serait bon. Mettons que c'est quelqu'un avec un fonds, que lui-même, il a monté les fonds, Mhm. a investi dans le projet, puis que moi, je m'arrange juste avec cette personne-là, je parle juste avec cette personne-là. Ça peut être correct, là, à 100%, que Go, là, venez-vous-en directement, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochains mois. Voilà, là. Ouais. Excellent. Yes. Je sais qu'il nous reste plus beaucoup de temps, Benjamin. Est-ce qu'on peut quand même encore rapidement revenir parce que c'est important de venir sur ton parcours académique. Hum, Il y a une, ouais. je trouve qu'il y a une cohérence en fait avec tout ce que tu as dit dans la façon dont tu as choisi ta trajectoire académique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu à partir du secondaire jusqu'à l'université, comment est-ce que tu as structuré tout ça et surtout pourquoi est-ce que tu as choisi ces différents éléments sur lesquels tu t'es fait faire former, pardon. Ouais, parfait. Donc, je finis le secondaire. Après ça, je m'en vais au cégep. Donc, à Montréal, c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Donc, secondaire, cégep, université. Cégep, c'est environ entre 2 à 4 ans, dépendant du programme que tu fais. Là. Mhm. Normalement, quand tu prends le programme de 2 ans, c'est vraiment genre la base pour avant d'aller à l'université. Donc, moi, j'ai fait secondaire, puis le secondaire, ensuite cégep, puis en sciences humaines, euh, profil monde. Puis par la suite, j'ai été à l'université. Donc, moi, ça m'a pris 2 ans et demi par la suite université. Mhm. Maintenant, Tu fait quoi à l'université? là, j'ai fait certificat en droit que j'ai terminé, que j'ai passé. J'ai mon certificat. Là, je Bon, rentre c'est dans important. Pourquoi tu allais faire le droit? C'est quoi le lien avec... parce que il n'y a pas un hasard, quoi. Je pense qu'il y a un lien avec tout ce qu'on a parlé précédemment. ben là, mettons, j'avais 2 ans et demi de cégep. Puis, Mhm. juste après ça, j'avais un 6 mois de sabbatique avant de commencer l'université. Donc, durant ces 6 mois-là, j'ai commencé mes cours de courtier immobilier résidentiel. Et puis, j'ai aussi fait mes cartes de RBQ. Là. Donc, j'ai mes RBQ. RBQ, ça me permet C'est de entrepreneur général, c'est ça? faire entrepreneur général. Donc, c'est cette Ah, c'est le nom compagnie-là. de la compagnie, là? Ouais, voilà. Ah, GSC. GSC. Ça veut dire quoi, GSC? Euh, Bonne question. Mais de même, je sais pas, mais c'est eux qui forment pour avoir les RPQ, donc les permis d'entrepreneur général. Donc maintenant, je les ai. Mon cours de courtier immobilier résidentiel, je suis en train de le finir au moment où on se parle. Là. Donc, quand je suis ici en voyage, là, je continue à le faire sur mon ordinateur, là, pas mal. Puis, c'est ça. Donc, pendant ces 6 mois-là, c'est ça que j'ai fait. Par la suite, j'ai été à l'université, j'ai fait un certificat en droit.
l'UDM. Mhm. Euh, et puis la raison pourquoi, c'est vraiment c'est vraiment comme toutes ces études-là, c'est vraiment pour bien placer mes pions, là, puis avoir le plus dans mon outil dans ma boîte à outils. C'est vraiment ça le but. En ce moment, je suis jeune, je le fais, puis j'aime ça le faire. Je sais que quand mes choses fonctionnent très bien en ce moment, mais à un certain niveau, je retournerai pas à l'école, là. Tu sais, si je suis en train de faire des bâtisses, ben, des tours, tout ça, impossible, je retourne à l'école, on s'entend. Donc, pour l'instant, je me dépêche de le finir. Donc là, la prochaine étape, c'est un certificat en finance à l'UDM, au HEC. Puis par la suite, un certificat en gestion au HEC qui va me donner un bac par cumul. Puis là, ben, pour l'entrepreneur général, mes clients d'entrepreneur général, je les ai déjà. Le but, c'est d'aller chercher les GCR. Donc, les GCR, c'est pour faire de la construction neuve au Québec. Et puis, pour le courtier immobilier, je risque de finir là, dans quelques semaines mon cours de courtage immobilier résidentiel. Donc, par la suite, à voir si je fais lui commercial. Mais ouais, c'est ça. Donc, en ce moment, je suis en train de vraiment placer tous mes pions. Ouais, je veux que tu rentres un peu dans le détail. Mets-nous un peu ça en perspective. Qu'est-ce que déjà avec le certificat en droit, à quoi est-ce que ça te sert? Qu'est-ce que tu as identifié comme connexion avec le reste de ton dispositif? Entrepreneur général, on comprend déjà un peu, vu que tu fais toi-même tes rénovations, donc ça reste intéressant toi-même de pouvoir mutualiser tes équipes, comprendre le business pour pas te faire avoir parce que derrière, on peut te sortir des chiffres qui sont approximatifs. Courtier immobilier, tu veux plus passer par des courtiers ou c'est pour pouvoir capturer, je sais pas, une partie des commissions des deals que tu fais rentrer par toi-même. Donc, je voulais que tu nous mettes un peu tout ça en perspective pour qu'on voit en fait la connexion en fait de tout ce que tu essaies d'emmagasiner comme connaissance. C'est pas juste de la masturbation intellectuelle. Il y a vraiment un objectif de construire une forteresse mentale qui forcément aura pour conséquence de construire ta forteresse physique de par le patrimoine que tu vas constituer, quoi. Ouais, ben c'est vraiment, par exemple pour les RBQ, c'est vraiment parce que je voulais tout rendre ça à l'interne. Donc, lorsqu'on fait des rénovations dans le 5 portes et plus à Montréal, à Québec, comment que ça fonctionne, c'est que tu dois avoir des gens qui ont leur carte CCQ. Donc, Ça, c'est la loi. Tu es obligé d'avoir t'es quelqu'un obligé, pour avoir le droit de, d'opérer. t'as des amendes là, qui te coûtent autant cher qu'une porte, là. C'est n'importe quoi. Donc, je voulais vraiment comme internaliser ça, puis couper les profits des entrepreneurs en général qui font des bonnes marges quand même, surtout en rénovation, là, c'est des très bonnes marges. Donc, je voulais couper les profits puis avoir des meilleurs rendements aux investisseurs. Je voulais aussi pouvoir moi-même gérer ces rénovations-là pour être sûr que tout se passe bien, tout va bien. Donc, dans cette optique-là, c'est pour cette raison-là que j'ai fait mes RVQ. Et puis aussi, un autre volet de ça, c'est que les RBQ ouvrent la porte aux GCR. Tu ne peux pas avoir tes GCR si tu n'as pas tes RBQ. Les GCR, c'est pour faire de la construction neuve. Donc, si un jour je veux acheter un terrain, faire de la construction neuve, ou bien embarquer en partenariat avec quelqu'un qui a déjà un terrain pour construire du neuf, il me faut ces GCR-là. Puis pour les avoir, ben, il fallait que je fasse mes RBQ au préalable. Mm. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai fait ce chemin-là comme ça, de ce volet-là. Donc, volet rénovation, construction, voilà comment ça. Par la suite, pour le volet courtier, le volet courtage, le courtier immobilier résidentiel et commercial, c'est ben, surtout pour pouvoir, un, vendre mes propres trucs. Deux, lorsque tu as tes cartes, donc lorsque tu as tes accès Matrix, tu peux Mhm. aller voir des informations que monsieur et madame tout le monde n'ont pas. Donc, par exemple, là, toi, tu as une maison là, à Montréal, ok? Tu as une maison, tu l'as achetée il y a 15 ans. Ok? Moi, je peux aller voir à l'aide de Matrix ben, combien tu l'as acheté, c'est quoi les photos qu'il y avait quand toi tu l'as acheté, est-ce que tu fais des rénovations? Tu as accès aux archives. J'ai accès aux archives depuis que Matrix a été mis sur Internet. Donc, je pense qu'il a été mis sur Internet dans les débuts 2000. Donc, je pense qu'il y a environ 20 ans là, d'histoire, le plus ou moins, là-dedans. Donc, pour ça, c'est cool aussi. Et puis, ben aussi pour avoir les deals en premier, tu sais, si je suis courtier, en fait, qui a les deals en premier? C'est normalement les courtiers puis les bigs de l'immobilier. Donc, si je suis capable de me faire ma place à ce niveau-là, ben, je vais avoir aussi des bons deals, que ce soit en résidentiel ou en commercial. Et puis, pour le volet, tu sais, école, université, tout ça, Le euh, droit surtout, qu'est-ce que tu vas chercher avec le droit? ben, je voulais m'ouvrir toutes les portes possibles d'un. Donc, de un, ça.
De deux, ben, je trouve ça, maintenant que je l'ai fait, là, j'ai trouvé ça hyper intéressant puis vraiment cool. Puis, ce serait à refaire, là, tu sais, si je pouvais le faire, ce serait à refaire, le même parcours. Et puis, ça l'a vraiment aidé. Vraiment, sérieusement, je pense que c'est une des choses qui a le plus aidé, là. Parce que il y a tellement de choses que la population qui ne fait pas ces cours-là ne savent pas. Ça devrait être, à mon avis, un cours obligatoire, sérieusement, ou bien qu'on essaie de l'implanter dès le secondaire, là. Euh, Mhm. au moins un petit cours de droit, parce que il y a tellement de choses que quand tu connais pas les lois, comment tu peux les respecter? Tu sais, ça fait aucun sens. Puis maintenant que je connais super bien ça, je sais comment lire les textes juridiques, je sais comment m'exprimer de manière juridique, je sais comment lire de la jurisprudence, puis comment euh, le mettre en application. Par exemple, si j'ai un litige au TAL ou bien même un litige entre partenaires, entre constructeurs, entre entrepreneurs généraux, entre peu importe qui, là, même au civil, là, tu sais, entre autrui, là, des gens comme tout le monde. Maintenant, ces compétences-là, ils m'aident grandement, là, certainement. Là. Tu sais, j'ai eu quelques situations que d'avoir fait ces cours-là, ça m'a vraiment beaucoup aidé, puis de comprendre les choses, même lorsqu'on arrive aux conventions d'actionnaires Mhm. extrêmement difficile de comprendre une convention d'actionnaire quand tu sais, il y a quand même des termes assez compliqués que c'est comme des mots que tu connais pas. Puis quand Mhm. tu pour là, ben là, tu réalises c'est quoi ces mots-là, puis tu as plus de facilité au long terme. Puis maintenant, plus dans l'optique, là, mettons, là, donc ça, c'est pour certificat en droit. Certificat en finance, ben, c'est vraiment pour me peaufiner encore plus sur les chiffres, sur les rendements, les investissements. Tu sais, la finance immobilière n'est pas la même que la finance d'entreprise. Là. Mhm. Les entreprises, il y a beaucoup de choses que nous, on calcule pas vraiment. Là. Je pourrais en nommer une couple. Maintenant, j'ai pas les compétences à 100% là-dedans, mais c'est quand, par exemple, là, tu prends le BIA, puis quand tu calcules, mettons, là, ta rentabilité avant tes dépenses, après tes dépenses, le profit net, ci, de ça. Nous, on a ça, mais pas à la même échelle. Là, donc, tu sais, Au volume, lorsqu'on parle déjà peut-être de groupe ou de conglomérat, économie d'échelle, comment calculer vraiment la rentabilité peut-être du groupe et pas de juste une petite entité ou de juste une opération, quoi. ouais, ben clairement, tu vois, juste ça, ça devient intéressant. Puis, est-ce que ça l'ouvre la porte à avoir des tours, à faire des fonds d'investissement qui se rendent en bourse ou Euh, peu importe, je ne sais pas, à voir. Moi, je trouve ça assez intéressant, mais c'est là que je vais aller voir mon semestre qui commence le 27 août. On est le 20 août, donc il Mhm. commence dans une semaine. Finance d'entreprise, c'est ça? Finance d'entreprise. C'est juste finance, Ah, juste finance, ok. certificat en finance. Et puis par la suite, ça va être un certificat en gestion d'entreprise. Donc, c'est aussi dans la même optique là, de comment on fait pour bien gérer les actifs, d'assurer là, que c'est au long terme, que ce soit bien géré, tout ça, gérer les finances, les cash flows, tout ça. Donc, puis dans toute cette optique-là, là, le bigger picture, c'est vraiment aussi pour tu sais, les relations interpersonnelles, les banques qui me financent, les gens qui me font confiance. Tu sais, sérieusement, si j'avais pas été à l'école, puis que je sors du secondaire 5, puis bon, ben, moi, je suis investisseur immobilier, guys, puis investissez en moi, puis regardez le projet, puis ouais, mais inquiète-toi pas, je suis bon. C'est, oui, c'est bien beau, sauf qu'il y a peut-être un beau projet, mais en même temps, la personne, l'investisseur investit, oui, dans le projet, mais il investit en toi surtout, là. Ouais. C'est toi qui vas faire le travail, là. Donc, je pense que ça apporte aussi quelque chose de plus à ces gens-là que ça prouve que c'est ce que je dis, je le fais, premièrement. Puis Le deux, projet peut se planter, mais l'humain, il est suffisamment agile pour retourner à la situation et rattraper les morceaux malgré tout, quoi, parce qu'il a les compétences, parce qu'il a tous les capitaux, que ce soit culturel, économique, réseau et expertise, quoi. ouais, absolument. Puis j'ai une bonne histoire à ce niveau-là. Là, j'ai sauvé là, un deal que j'étais même pas. Moi, j'étais supposé être passif, mais finalement, les gens qui l'ont fait, ils savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis j'ai sauvé complètement ce deal-là parce que justement, j'ai les compétences. Mais c'est ça. Puis même pour les banques, lorsque les banques voient
que j'ai mes RVQ, ça l'aide beaucoup, là. J'ai les compétences pour faire les rénovations dans l'immeuble, pour savoir si une rénovation est bien faite, puis regarder les chantiers, puis être un entrepreneur général, ça pèse en balance pour des prêts, surtout lorsqu'on fait un prêt de construction neuve. Donc, ces prêts-là. Par la suite, encore plus si j'ai les gestionnaires, courtiers, bac. Parce que là, c'est un bac par cumul là, que je m'en occupe. Donc, tu sais, en tout, là, tu sais, que ce soit avec les autres, pour moi, ou bien pour Partenaire financier. le bigger picture, sérieusement, il y a quasiment que du positif, à part que ça me prend du temps, puis de l'énergie. Tout le reste n'est pas négatif. Ça. Yes. Ultra, ultra intéressant. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce que là, peut-être pour boucler sur la partie parcours académie, il y a quoi en perspective dès qu'on finit la brique avec la brique de la finance d'entreprise et de la gestion, qu'est-ce qui vient après? Je pense qu'il faut toujours se former. Là. Puis, au début, je n'étais pas assez formé, je me suis planté une couple de fois. Maintenant, je pense qu'il faut toujours se former. Les choses changent. Maintenant, c'est sûr que avec toutes les graines que j'ai semées, disons dans 3 ans, lorsque j'aurai fini ces étapes-là, donc l'école et tout ça, les différentes formations, ben j'ai tellement de portes qui s'ouvrent à moi que je pense qu'il va falloir plus que j'aille en précision sur ceux-là au lieu de continuer à m'éparpiller. Je pense que c'est ça la suite des choses. C'est quoi les pistes, par exemple? Parce que là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités en termes de montée en compétences, mais il faut choisir la compétence peut-être clé, peut-être qui chapeaute tout par rapport à ce que tu veux construire. Mais est-ce que tu peux quand même donner 2 ou 3 opportunités comme ça en termes de montée en compétences qui s'ouvriraient devant toi au bout de 2 ans lorsque tu auras bouclé avec ce que tu es en train d'ingurgiter comme compétences, comme connaissance actuellement? Ben, dans 2, 3 ans maintenant, je vais pouvoir faire de la construction neuve. Donc, construire là, en bas de 6 portes pour des gens, bon, pour vendre et tout ça. Tu achètes le terrain et tu fais tout de zéro, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça, j'aimerais bien en faire là, dans les prochaines années. Puis, en ce moment même, j'ai un projet que je suis en train de checker avec la ville et essayer de passer des plans et des permis pour construire un 20 logements à Saint-Jean. Donc, c'est avec des partenaires qui font déjà de la construction neuve et qui ont plus d'expérience que moi. Comme ça, j'apprends avec eux. Puis, c'est ça. Puis, je peux aussi moi-même un peu comme mettre mon nom là-dessus parce que ça va être ça pareil. Là, je vais faire la job que lui, il va faire aussi. Donc, ça va être un beau premier track record et un beau premier projet de construction neuve que j'aspire à ce qu'il fonctionne. Il y a beaucoup de choses, on est encore dans les débuts, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'ils ne fonctionnent pas. On verra, le temps nous le dira, mais si ça se produit, c'est un projet qui va arriver dans en fait 2 ans et qui serait terminé. Par la suite, pour la construction neuve, j'aimerais s'embarquer là-dedans, clairement. Puis par la suite, là, l'achat et de la détention là, d'immeubles à long terme, là, comme que je fais en ce moment. Donc, juste me rendre plus gros, c'est de plus en plus gros. Puis, on effet boule de neige. Puis, voilà. Ouais, c'est ça. Yes. OK. Ben, on va boucler en fait sur cette partie justement où tu vas essayer progressivement de te rendre un petit peu plus gros. Pour ça, justement, est-ce que tu peux nous donner, c'est quoi la stratégie? Puisque j'imagine que tu es à la phase 1, disons 1,5, puisqu'il y a une phase 0 dans tes débuts pour enclencher tout ça. Mais on peut dire que tu es quand même encore à la phase 1 où tu fais de l'accumulation primitive de capital, quoi. C'est-à-dire, il faut quand même que tu aies une valeur nette suffisamment conséquente pour pouvoir assumer un certain type de conséquences. Quand je dis conséquences, je parle vraiment des risques systémiques, hein. Je sais pas, peut-être un tremblement de terre ou bien, mais un truc qui fait que il faut que ce soit toi qui assume en fait des conséquences du point de vue financier. Et pour ça, c'est intéressant si tu as une valeur nette conséquente et ça te permet peut-être psychologiquement d'être beaucoup plus à même de te déployer sur des trucs un peu plus gros où tu ne serais pas parti tout de suite parce que forcément, tu n'as pas encore atteint le chiffre. Donc, je sais pas si tu vas nous communiquer le chiffre. Donc, est-ce que tu peux nous revenir un peu rapidement dessus? Donc, c'est quoi la stratégie? Qu'est-ce que tu as prévu étape à étape? La valeur nette que tu as prévue, ensuite à partir de cette valeur nette, ou alors quand est-ce qu'à partir d'une certaine valeur nette, tu peux partir à une échelle beaucoup plus élevée, quoi? Donc, la question, c'est à savoir
À partir de quelle valeur Je nette? simplifie ma question. Euh, Comment est-ce que tu vois les choses sur les 10 prochaines années, quoi? OK. C'est, je me suis posé la même question dans un autre podcast il n'y a pas si longtemps. Puis l'affaire, c'est que je vais te donner un peu la même réponse, hein. Parce que c'est difficile à dire parce que les objectifs que j'avais en début d'année, en ce moment, je suis en train de les dépasser quand même de loin. Donc, par exemple, j'avais comme objectif d'acheter 100 portes cette année. OK. Puis en ce moment, Cette on année est 2020, on parle de 2025. 2025. OK. Tu sais, on est en août, là, le mois numéro 7, là, Mhm. et je suis rendu à un peu plus que la moitié de ça. Puis il y en a d'autres qu'on a sous contrat, donc on a sur promesse d'achat avec les fonds qui sont déjà levés, que on va le dépasser, là, cet objectif-là. Mhm. Donc, donc les objectifs changent quand même assez rapidement. Puis je suis toujours en train de dépasser les objectifs que je me donne. Puis c'est un peu donc c'est dur à dire. Par contre, Mais pourquoi 100 portes? Qu'est-ce que ça signifie concrètement le 100 portes? Est-ce que le 100 portes correspond à une certaine valorisation nette ou bien une certaine capitalisation que tu peux déployer toi-même sur des trucs tout seul? Je veux dire, ce chiffre, tu l'as pas choisi par hasard, quoi. Je veux dire, ben c'est un peu tu sais, 100 portes sur le plateau vaut 20 millions. 100 portes dans le coin de nulle part là, ça vaut peut-être 5 millions, là, tu sais. hum, Donc c'est sûr que euh, c'est pas vraiment l'objectif du 100 portes là, il n'a pas été vraiment pensé, ça a juste été vraiment comme sur le pif. Puis on prend un objectif qui nous semble atteignable mais très difficile. mhm, Par la suite, on se le donne, là, puis on essaie de le découper, puis on essaie de travailler vers ça le plus possible. mhm, Puis c'est vraiment ça qui s'est passé. Je pense que l'objectif qui soit tu sais, beaucoup pensé ou pas, là. Nous, il n'a mhm. pas vraiment été pensé. Donc, lorsque je dis nous, je parle de moi et mon partenaire. C'est l'objectif qu'on a à deux. Lorsqu'on s'est dit, bon, cette année, go, 100 pas, on n'y a pas plus pensé que ça. On n'a pas commencé à faire des chiffres sur quelle valeur nette qu'on allait avoir, combien de cash flow ça allait rapporter, combien d'argent qu'on allait faire en refinancement ou bien en vente de ces immeubles-là. On n'avait pas vraiment d'objectif monétaire. C'était juste vraiment un objectif qui était au moins quantifiable. Donc, Mhm. pas, par exemple, je veux être une meilleure personne dans la vie. On s'entend. Oui, ok, c'est beau, c'est pas. Comment tu fais pour quantifier ça? On s'entend, tu peux pas le suivre, tu peux suivre le progrès, mais dans ta tête, tu sais, mais ça, c'est vraiment un objectif qui est objectif, donc qui peut être regardé, puis analysé, puis conclu. Puis c'est un objectif qui peut être atteignable et puis et voilà, il n'y avait pas vraiment de. C'est que les portes soient sur le plateau ou bien dans le coin de nulle part. Pour nous, il fallait avoir ce nombre-là tant que les deals étaient bons et qu'on faisait bien ça. OK. Ah, je vois, je vois, je vois. Euh, c'est quoi la suite après les 100 portes? Donc, le prochain objectif, hmm, je pense que la suite, là, vraiment après les 100 portes, c'est peut-être parce que là, en ce moment, on a toujours eu des investisseurs ben, moi, personnellement, là, j'ai toujours eu des investisseurs dans mes projets. Mhm. Et je pense que la prochaine étape, c'est de faire ces projets-là, mais essayer de le faire seul. Donc, comme l'étape numéro un, tantôt on parlait de phase un, tout ça. L'étape numéro un, c'est vraiment comme tu commences, t'as pas d'argent, puis t'as pas les portes. Tu t'as pas la valeur nette, tu vas Mhm. chercher des prêts, t'as pas d'argent. Donc là, première phase, ben, tu vas chercher des portes avec d'autres personnes, puis t'apportes des bons deals, tout ça. Puis, deuxième phase, c'est tu as l'argent, puis tu vas chercher des portes toi-même. Par la suite, ben, ça devient exponentiel, tu sais. Donc, là, dans très peu de temps, j'aurai l'argent pour acheter ces immeubles-là, puis ces projets-là moi-même, puis me sauver le 30-40% de rentabilité que je perds en leur donnant des parts. Par la suite, ben, ça devient juste exponentiel de plus en plus. Donc, je pense que ça va être de voler encore de mes propres ailes encore plus. Puis par la suite, à ce moment-là, tu sais, tantôt quand on disait genre, ah, est-ce que tu prendrais du privé puis tout ça, à ce moment-là, ce serait le temps de le faire. Parce que là, je Mhm. pourrais le sou. Donc là, ça serait correct. Donc, d'acheter des trucs à 100% privé puis de faire les meilleures offres.
m'arranger par la suite pour aller chercher un prêt, tout ça. Là, ça va être le temps de le faire vraiment pour grandir rapidement, puis parce que je peux me le permettre. Donc, et puis par la suite, après avoir fait ça, là, disons, phase 2, pour moi, dans ma tête, phase 2, ça serait ça. Mhm. Après avoir fait ça, j'aimerais ça embarquer dans la construction neuve et puis faire des plus grosses portes aussi, là, tu sais, des plus gros logements, là, tu sais, des 20, 50 et plus, là. Ok. Ben, on arrive sur les questions de fin là, rapidement. Dis-moi, Benjamin, est-ce que tu auras un bouquin que tu recommanderais s'il y a un bouquin que tu offrir, voilà, à une personne ou à toutes les personnes que ce serait lequel? Un seul bouquin. Euh, moi, j'aime beaucoup, en fait, moi, je m'inspire, là, euh, des livres. Oui, là, j'en ai lu quand même beaucoup, mais j'aime beaucoup les livres sur la psychologie, ok? Donc la psychologie humaine et tout ça. Mais ce qui m'inspire vraiment beaucoup, c'est vraiment l'histoire, là. Donc, si mettons l'histoire de Rockefeller, de Andrew Carnegie, Hmm. de On a fait une vidéo dessus avec Ray mon Barnes. partenaire. What will the Rockefeller do? Je sais pas si tu as lu ça. Ça se peut, peut-être. C'est possible. Je sais pas. Ah, Mais j'en ai vu plusieurs des vidéos sur Rockefeller. hmm. Fait que peut-être que j'ai vu le tien. Faudrait que je regarde le Non, je parle dernier du bouquin. âge. C'est un bouquin en fait qu'on a décrypté. J'ai oublié l'auteur. Le titre du bouquin, c'est What will the Rockefeller do? Donc, Ah, ok. et on s'en servait en fait pour par rapport à tout ce qu'ils utilisent. On utilise aussi la stratégie que je t'avais parlé en off qu'on utilise pour nos clients, les infinite banking. Et puis l'approche était super bien expliquée avec le système des contrats d'assurance vie, des turn pas des trusts, enfin, c'est hyper, hyper puissant et tout. Et un parcours incroyable, cette famille. Donc, ouais, je comprends. Ouais, ben c'est bon. J'irai voir ces livres-là. C'est bon, parfait. Puis Hmm. c'est ça. Donc, ça pour dire que moi, je m'inspire vraiment beaucoup de ces gens-là. Puis c'est vraiment ça qui m'inspire. Sur une autre note, surtout, j'aimerais ça lire plus, là. Je lis quand je suis en voyage, là. Hmm. Euh, j'aimerais ça lire plus, mais avec tous les trucs que je fais avec l'école, puis avec C'est dur. c'est Mais là, tu très nous as pas dit, c'est quoi le bouquin? S'il y a un bouquin que tu dois euh, offrir à la commu, ce serait laquelle? Ce serait lequel, pardon? je pense que ce serait euh, ma blonde est à côté de moi en train de montrer le livre Never Split the Difference en ce moment. Euh, ouais, ça pourrait être lui, ça pourrait être lui. Il y en a tellement des. En fait, non, ça serait un bouquin, un bouquin. Hmm. Voir grand de Luc Poirier, qui est mon père. Ouais, ça Marc, m'a. ok. J'ai dû le lire là, trois, quatre fois ce livre-là, là. Il se lit vraiment bien. Il est pas long. En plus, il est Malheureusement, en français, donc c'est ça. Fait que c'est parfait pour ton audience. Puis il est pas assez long, malheureusement, mais c'est un super bon livre. Qui se lit très rapidement, qui est très, qui est assez détaillé pour comprendre, puis aussi pour s'inspirer. Là, il est très, très inspirant. Donc, hmm. si vous pensez que moi j'ai un parcours assez atypique puis assez inspirant, aller voir son livre, c'est encore mille fois mieux. Yes. On va mettre le lien en description. Le titre, c'est Voir grand de Luc Poirier. Euh, Dis-moi, Benjamin, est-ce que tu auras un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Euh, je trouve que c'est facile de, disons, regarder les réseaux sociaux, surtout en date d'aujourd'hui, puis d'être influencé, mais de la mauvaise manière, puis de se dire Colin, je suis assez bon, je suis assez. C'est puis même moi, là, ça m'arrive, là, tu sais. Donc, je pense que c'est vraiment ça, la pépite d'or de Colin. Faut pas oublier que où est-ce que tu es en ce moment, t'es- si t'aimes pas où est-ce que t'es, ben tant mieux, tu peux le changer. Puis si t'aimes, ben tant mieux, tu t'es rendu là. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que ouais, c'est vraiment de regarder, de pas se laisser influencer, tu sais, de comparison the thief of joy is comparison. Je pense que c'est important de se le rappeler. Et puis aussi que une autre chose, si jamais les gens veulent m'écrire, je suis toujours disponible. Je réponds à pas mal tout le monde. Vous pouvez plus voir. D'ailleurs, on te texte où justement? Parce que
Ouais. T'es pas Ouais, le je mec pense- le plus présent sur les réseaux sociaux. En tout cas, on n'a pas l'impression. Donc, si on te met quoi? T'as un site internet, t'as quelque chose? Non, j'ai pas de site internet. Par contre, les gens peuvent me retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Pour l'instant, c'est ça. Maintenant, c'est possible là, que dans les prochaines semaines, prochains mois, euh, j'aimerais commencer un YouTube channel pour filmer ces, ces immeubles-là. Donc, filmer qu'est-ce que je fais avec ces immeubles-là, comment ça fonctionne, montrer les chiffres. Donc, dans les prochains mois, Yes. ça va apparaître. Donc, si les gens me suivent sur mes réseaux, ça va apparaître sûrement dans mes stories Instagram et puis Facebook, LinkedIn. Mais pour l'instant, je suis quand même un peu en fait, c'est que j'aimerais bien ça poster sur LinkedIn Il n'y a pas le quelques temps. fois semaine. Sauf que, en plus, un, j'ai pas le temps, mais deux, la compétition qu'il y a sur LinkedIn, là, quand les gens font des posts, ils font des romans quasiment, donc c'est. Bah, tu sais que tu peux bosser avec des gens dessus, hein. T'es pas, moi, on va enregistrer comme on enregistre là, mais c'est tout. Mon job s'arrête là, quoi. C'est vrai que j'ai un regard sur ce que les équipes vont faire et tout, mais je m'occupe pas de ça, quoi. Moi, mon job, c'est de parler, en fait, avec des personnes inspirantes, de penser des concepts et puis de parler à mes clients, quoi. C'est tout. Je fais pas les réseaux et tout ça. J'ai pas le temps. En plus, je le fais mal. Les équipes sont beaucoup plus compétentes pour moi. Maintenant, il faut qu'il y ait un intérêt économique. Ouais. Pour toi, l'intérêt économique, peut-être, au-delà d'inspirer, ce serait, pourquoi pas, de trouver tes potentiels deals, puisque justement, tu es plus sur des deals hors marché. La plupart des deals que tu vas faire, tu vas me corriger, c'est quand même des trucs qui sont pas centristes, quoi. Ça va être des trucs vraiment entre professionnels. Et pourquoi pas de potentiels des investisseurs aussi? Ce serait plus à l'intérêt. Maintenant, juste les followers pour des followers, je pense que tu t'en fiches un peu. Ouais, mais pour l'instant, oui, là, c'est pas la priorité. C'est sûr que c'est cool avoir quelques followers et tout ça, puis avoir une petite influence, mais mon influence n'est pas, elle est pas énorme, je pense. Je pense pas que. Ah, détrompe-toi, je te jure. Moi, en tout cas, moi, personnellement, je suis ultra inspiré. Ça me donne plein d'idées. En tout cas, moi, je suis content de t'avoir découvert, puisque je savais même pas que tu existais jusqu'à ce que je tombe sur des vidéos. Je dis, eh, c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible à cet âge-là? Des fois, quand je te vois, je me remets en question. Je me dis, qu'est-ce que j'ai foutu toute ma vie, quoi, tu vois? Je vois ce que toi, tu vois à ton âge. Je vois le même âge que moi, je foutais. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? Ouais, non, je Donc, c'est comprends. super inspirant. Donc, détrompe-toi, ça serait intéressant, bien sûr, au moment opportun pour toi, lorsque ça sera une priorité de partager ça. On pourra en discuter en off, je pourrais t'aider pour ça. Mais je pense que ça serait ultra intéressant, en fait, de mettre ça en avant et puis de surfer dessus. Il n'y a que du positif, c'est-à-dire, tu inspires les gens et en même temps, ça te rapporte du business, quoi. Quoi de mieux? Oui, mais ouais. Non, je suis très d'accord. Fait que, clairement, on peut s'en parler à cam. Je suis très ouvert. Yes. Ok. Good. Donc, pour boucler, pour terminer, mon cher Benjamin, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est vraiment quelqu'un qui lâche pas, tu sais. Et j'ai tellement d'exemples là, avec ça. Mettons, il y a beaucoup de gens ils ont commencé en immobilier. Ils avaient à peu près la même âge que moi. Puis, je les connais pas mal toutes là, à Montréal, là, à Montréal, à Québec. Je connais pas mal tous les jeunes qui sont en immobilier en ce moment. Puis, il y en a des jeunes qui se sont bien formés dès le début, qui ont mieux réussi que moi en ce moment, tu sais, qui réussissent mieux que moi, puis je peux le dire humblement, là, ils sont très, très bons. Chapeau à eux. Puis, puis voilà, tu sais, puis la seule différence avec, tu sais, puis il y a aussi beaucoup de gens qui ont essayé de faire ce qu'on fait, puis qui ont lâché, puis c'est ça, qui ont lâché, point, tu sais. Puis il y a un moment que ce qu'on fait devient quand même assez difficile, surtout à notre âge. On se fait pas prendre au sérieux. C'est très, les gens qui ont l'argent, pourquoi ils iraient pas l'acheter tout seul? Tu sais? Faut que tu crées un track record, mais comment créer un track record si t'as rien? Tu Et tu commences, commences, quoi. C'est tu comme sais, quand tu cherches un boulot, on dit on veut quelqu'un qui a de l'expérience, mais pour avoir de l'expérience, il faut que je commence une fois quelque part. ben justement, donc le début, il est tellement difficile, sérieusement. Puis le nombre de fois premièrement que je me suis fait dire non, puis le nombre de fois que j'ai échoué, là, pour vrai, j'ai échoué sur une couple de trucs et j'ai perdu quand même beaucoup d'argent sur certains. Donc, euh, la seule chose que
que moi, personnellement, là, je pense qu'il me différencie de pas mal tout le monde, là, c'est vraiment que peu importe le nombre de fois que je tombe, je vais me relever, tu sais. Puis j'ai des exemples avec, que ce soit avec l'école, tu sais, ça part de jeune là, jusqu'à aujourd'hui, là. Euh, Peu importe la situation, j'ai trouvé toujours une solution. Donc, j'ai eu des situations que on était à 60 jours de perdre un immeuble qui valait 1,5 million, là, tu sais. Puis ça, c'est ce que je te disais tantôt, c'est que j'étais un passif là-dedans. Et je pensais que tout était beau. Puis moi, tu sais, j'étais comme ça. Puis, go, on fait de beaux choses. Puis moi, je suis pas dans le deal. Donc, moi, je suis passif. Je veux pas gérer ça. Je veux pas en entendre parler. Je suis déjà occupé à faire d'autres choses. Puis, situation qui arrive 60 jours. Là, faut que tu payes le créancier à 60 jours. Sinon, ben, tu perds l'immeuble, tu perds tout ce que tu as mis dans l'immeuble. Donc, tu sais, ça, c'est même pas une situation qui venait de moi, puis j'ai dû la gérer à 100%. Ça, c'est une très bonne situation, ben, une très bonne situation. Un très bon exemple de ce que je suis en train de dire. Puis, tu sais, même depuis que je suis tout jeune, là, tu sais, pensais 4, là, au cégep, je l'ai refait 4 fois. Donc, j'ai coulé 3 fois, puis je l'ai réussi à quatrième. Tu sais, c'est n'importe quoi. Là. Je faisais tout le temps des cours d'été. Même à là, je coulais encore là, des cours. Donc, Ah, des cours en de date de- pilote non, non, ouais, des cours de Ah, ok, français. ok. Donc, au cégep, des cours de français au cégep. Sur un texte de 1000 mots, il faut faire au maximum 30 fautes pour passer. Donc, c'est l'épreuve finale. Là. Puis cette épreuve-là, ça coulait tout le temps, malheureusement, donc je pouvais pas passer. Et toutes ces situations-là, que ce soit juste avec des cours d'école, jusqu'à préavis d'exercice de 60 jours pour trouver 1,5 million. Dans les deux cas, dans ces deux cas-là, je me suis débrouillé puis j'ai trouvé les manières de réussir, d'arriver à mes fins, puis d'avoir l'intérêt, que ce soit du groupe dans cette optique-là, du groupe euh, qui allaient aussi perdre leur argent, qui agissaient aussi comme passif, ou bien pour moi-même, avec mes cours d'école que je pouvais à un moment donné finir, puis pas lâcher l'école. Tu sais. Combien de gens auraient lâché l'école après avoir coulé Ouais, autant de c'est cours? clair. Il y en a une couple, là. Donc voilà, c'est ça. Ouais, donc c'est ça la débrouillardise, à mon avis, puis c'est de jamais lâcher, puis c'est ça. Ouais, Bah, je te remercie, mon cher Benjamin. Merci pour la clarté, pour l'inspiration, pour le partage, pour la transparence, pour l'énergie. merci. Je sens que je vais passer une très belle journée aujourd'hui. Je suis super content d'avoir eu l'opportunité de te connaître et éventuellement de continuer de voir un petit peu ton parcours, comment tu vas construire tout ça brique par brique. Ben pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, n'hésitez pas à continuer de liker l'émission, partager autour de vous, partager sur WhatsApp, mettez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire. On va mettre tous les réseaux de Benjamin en description. Si jamais vous voulez suivre de près son aventure dans les prochains mois, lorsqu'il va lancer sa chaîne YouTube, abonnez-vous sur son Instagram, sur son LinkedIn. Le moment opportun, il va partager les liens de sa chaîne YouTube dessus. Et éventuellement, mettez peut-être aussi sur Instagram, il y a un petit truc là pour mettre en priorité. Comme ça, quand quelqu'un qui t'intéresse partage un truc, en, ça se met en priorité au niveau de tes stories. Donc, je vous recommande ça. En tout cas, c'est ce que moi je fais pour les profils qui m'intéressent. Mille merci encore, Benjamin. On se dit à tout bientôt pour Ben un ouais. prochain épisode. Yes, merci à toi, Guy. Bonne journée. Ok, pareil. Bye.